Ah là là, quel fond d'écran incroyable, ça me rappelle mon Wisconsin natal. Et non, c'est faux, salut à tous. Bienvenue dans cette vidéo des top films 2021, une vidéo qui est très spéciale comme vous pouvez le voir, puisque tout simplement elle dure 1h30. Pourquoi, comment, je vous explique tout. Il se trouve que cette vidéo, je la fais en collaboration avec un ami qui faisait également des vidéos sur YouTube il y a un petit moment. De toute façon, je vous le présenterai au début de la vidéo. Du coup, forcément, présenter 2 top films, bah ça prend du temps, d'où le fait que cette vidéo dure 1h30. En plus, je fais une petite introduction à la con. Mais c'était important pour moi de vous dire certaines choses. Notamment que pour faire cette vidéo, on a eu énormément de problèmes techniques. Par exemple, la caméra avec laquelle je filme, c'est une nouvelle caméra et je la maîtrise très peu. Ce qui fait que, on a eu beaucoup de soucis, ce qui fait que le plan change de temps en temps. Enfin voilà, on a eu quelques petits soucis. Également au niveau du son, puisque vous entendrez peut-être que le son est celui des caméras. On a mis un micro, à savoir celui-ci, devant nous, donc vous verrez un pied de micro avec un micro devant ma gueule, littéralement. Pourtant, ce micro fonctionnait, mais sa sensibilité devait être mal réglée. Du coup, au final, ça enregistrait que dalle et voilà, on a eu pas mal de soucis de son et d'image. Et puis surtout, pendant le montage et même à la fin de nos discussions qu'on a eues avec mon pote, on s'est dit que ce format ressemblait un petit peu plus à un format podcast. Donc vraiment, je vous invite à prendre un petit thé, à mettre la vidéo en fond quand vous faites la cuisine, ou bien quand vous faites du tricot, quand vous faites ce que vous voulez, et vraiment à penser cette vidéo comme un podcast en mettant plus en avant le son que l'image, même si le son sera pas de la qualité que j'aurais voulu. J'ai quand même essayé de retravailler un peu le son pour que ce soit agréable à l'écoute et que ce soit pas trop grésillant et trop désagréable. Également, j'ai mis en place un système de chapitres comme dans toutes mes vidéos. Du coup, vous pouvez consulter cette vidéo un peu comme bon vous semble, c'est-à-dire si vous voulez voir uniquement les top 1 ou les podiums, vous pouvez vous y rendre directement. Si vous voulez uniquement voir les mentions honorables, pour une raison qui m'échappe, vous pouvez vous y rendre directement. Si vous voulez entendre nos débats sur certains films uniquement, vous pouvez vous y rendre également. Enfin voilà, vous avez les timecodes, vous faites ce que vous voulez avec la vidéo, si vous voulez la mettre uniquement en fond, si vous voulez l'écouter en 15 fois en écoutant que 5 minutes à chaque fois pour voir au final l'intégralité, vous faites comme vous voulez. Mais sachez juste que malgré tous les problèmes techniques qu'on a eu, j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai essayé de faire le meilleur rendu final possible, et du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais que 1h30 pour faire des tops et pour parler de films c'est long, mais ça a vraiment été un kiff de discuter comme ça pendant 2 heures de cinéma, de l'année 2021, enfin ça a été un kiff, et j'espère que ça le sera également pour vous. Sur ce, je pense que voilà, j'ai fini mon intro, et puis je vous laisse avec la vidéo. On fait une transition canapé ? Transition canapé. Ok, bon, bienvenue dans mon top 2021. 2021 c'est fini, donc maintenant on fait le bilan. Je vais pas faire ce top film 2021 tout seul, je serai accompagné puisque je suis avec mon pote Célion de la chaîne Célion Lunaire. Même si tu fais plus de vidéos, je place ça ici, le lien est dans la description. Ça peut revenir à tout moment, on ne Ça sait peut pas. revenir, on ne sait jamais. Que ce soit pour des vidéos de ciné ou du shitpost, Exactement. ça peut toujours sortir. Et tout d'abord, Célion, comment ça va ? Ah bah ça va. Ça. Ça va super bien. La question surprise. Bienvenue sur la chaîne du bazar du grenier. Et autre question, surtout, comment a été ton année ciné 2021 ? En dents de scie, on va dire. Début 2021, on est confiné, du coup on a le temps de regarder des séries. Milieu 2021, c'était plus l'été. Du coup là j'ai eu le temps d'aller voir plein de films au ciné. Et puis fin d'année, un peu blackout, parce que je suis parti à l'étranger, et donc du coup j'ai beaucoup moins de temps pour aller au ciné. Puis là, à la fin d'année, dès que je suis revenu chez moi, j'ai revu plein de rattrapages, j'ai revu plein de films pour faire un top un peu cohérent, même s'il n'y a pas tous les films que j'aurais voulu voir. Il y avait Julie en 12 chapitres que je voulais voir, il y avait West Side Story de Spielberg, que j'aurais voulu voir mais que j'ai pas pu. J'ai dû faire choix entre la séance de Matrix 4 et West Side Story. J'ai vu Matrix 4, qui n'est pas dans le top, spoiler, voilà. Aïe aïe aïe. Et puis c'est à peu près tout. Je pense qu'il y en avoir d'autres que j'ai oublié, mais là c'est les 2 premiers qui me viennent. Et là, ma vidéo Mes attentes 2022 n'est pas encore sortie, mais dans cette vidéo, au tout début, je dis que l'année 2021, j'ai trouvé que c'était une bonne année en termes de cinéma, mais que c'était pas une année grandiose non plus. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est ça que j'ai un peu galéré à faire le top aussi. Genre, j'avais pas un film où je me suis dit à la fin... Il n'y a pas de grands films, enfin... C'est un peu compliqué de résumer ça comme ça, mais il n'y a pas de film qui est vraiment au-dessus du lot, on va dire. Il y a plein de bons films, j'ai l'impression, mais il n'y a pas un film qui va venir sublimer un peu tout le reste. Ouais, c'est ça. Il y a plein de films que j'ai vraiment kiffé à voir sur le moment, même que j'ai revu derrière. Mais il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, putain, ce film-là, je vais le garder super longtemps. Après, je sais pas si c'est le fait qu'on ait déjà eu beaucoup de films dans cette catégorie-là,
Ouais. Et c'est difficile maintenant de revoir ce choc, de se dire ce film-là, je vais le garder pendant longtemps. Je pense qu'il faut un peu du temps, peut-être qu'au bout d'1 an, Ouais, avec certains le- films le stop, les plus hauts placés dans mon top, je les garderai encore longtemps, quoi, d'ailleurs. Avec le Ouais, recul, bien sûr. ouais, forcément. Faut du recul. Alors, pour ma part, j'ai vu plus de films qu'en 2020 et en 2019, du coup je suis plutôt content. Malgré ça, j'estime pas avoir vu assez de films pour faire un top 10 qui soit cohérent avec ce que je pense, à savoir 10 coups de cœur, à savoir 10 films qui ont vraiment leur place dans un top des meilleurs films. Donc je vais réduire mon choix de top film à un top 7. Alors que toi, Céline, t'en as vu suffisamment pour pour en faire un top 10. Donc on va faire deux tops qui vont être bien différents, mais on va en parler en même temps. Ah d'ailleurs, je voulais faire un truc, à savoir, voici tous les films que j'ai pas vus cette année et qui pourraient rentrer au minimum dans mes mentions honorables, avec une musique cool. Voilà. Bon, ils apparaîtront pas dans le top. Bah si vous êtes déçus, mettez un j'aime. Et, au pire, allez voir des tops d'autres personnes. Vous trouverez sans doute un top avec un des films qui vous a beaucoup plu, qui sera pas dans mon top à moi, mais qui sera dans ce top-là. Voilà, il y a plein de tops sur YouTube. Vous trouverez forcément votre bonheur. Du coup, voilà comment ça va se passer. On va présenter chacun notre tour nos films de top. Et on va en discuter un petit peu en essayant de ne pas faire une vidéo qui soit trop longue. Et puis du coup, voilà, on va juste échanger par rapport à nos tops de l'année. Dans la joie et la bonne humeur. Et le café. Et le café, la joie, la bonne humeur et le café. Et le café. Par contre, moi du coup, j'ai préparé quelques mentions honorables. Toi, tu m'as dit qu'il y avait une mention honorable que tu voulais rajouter, c'est-à-dire Ouais. un peu une 11e place à ton top. C'est ça. En gros, une 10e place bis. C'est un cas un peu particulier. Mhm. Du coup, tu commences avec tes mentions honorables? Ouais, je vais commencer avec mes mentions honorables que j'ai classées par catégorie. Ah. La première catégorie, c'est la catégorie animation. Donc des mentions honorables, à savoir tous les Disney. Tous? Attends. Mais quoi? enfin, tous les Disney. J'en ai non, je crois pas que j'en ai loupé. Il y a Raya et le dernier dragon. Pas vu. Il y a Encanto. Pas vu. Et il y a Luca. Vu. Vu. Les trois, je les ai trouvés sympas, avec une préférence pour Raya et le dernier dragon qui dénote un peu des deux autres. Mais voilà, je les ai trouvés sympas, des bons moments, mais qui ne vont pas non plus, être des moments exceptionnels. Ouais, des bons incroyables. divertissements sur le moment et derrière, t'oublies un peu vite, quoi. C'est ça, ouais. En gros, c'est ça, ouais. Ouais, bon. Je sais pas ce que t'as pensé de Luca. toi. Luca, bah, comme tu dis, c'est un bon moment et tout, tu rigoles bien, mais. Je sais pas, ça reste. Luca, c'est un Pixar, je crois que c'est. Raya et. Non, Encanto aussi, c'est un Pixar. Je sais crois plus. aussi, ouais. Ouais. Au pire, la réponse s'affiche en dessous. Voilà. C'est un Pixar ou Mais. Je sais pas, moi, dès que j'entends Pixar, j'ai les classiques en tête, j'ai les. Même récemment, attends, mais c'était quoi ce qu'ils avaient fait qui était. Bah, il y avait Coco, mais ça commence à dater. Il y avait Toy Story 4 qui était génial aussi. Mm. Et à chaque fois que je pense à un Pixar, je me dis putain, ça va être pas une claque. une petite claque. Déjà, visuellement, c'est toujours sublime. Mais derrière ça, c'est un truc qui parle aux petits et aux grands. J'ai l'impression que Luca, en l'occurrence, parlait plus aux petits. Il n'y avait pas. Un peu, Peut-être que je l'ai pas capté, mais il n'y avait pas de sous-texte un peu plus adulte. Ouais. Bah, il y a toujours des. En vrai, il y a toujours des sous-textes, je pense, dans Ouais. les Pixar, mais il y en a où c'est plus flagrant que d'autres. Là, c'est Ouais, vrai ouais. que Luca, Saul, c'était. c'était super. Bah oui, c'était l'an dernier, ça. C'était sympa, Ouais. ouais. C'était l'année dernière. Avec En Avant aussi, ils avaient sorti l'année dernière. Qui était plus Ouais. sympa aussi. Qu'on a vu ensemble, je crois d'ailleurs. En Avant, non. Erreur. Tu l'as vu avec Bibo. Je l'ai vu avec Bibo. Et oui. Bisous à Bibo. Ensuite, il y a la catégorie drame américain sur la société. Ouh, mes préférés. Dedans, j'ai mis One Night in Miami. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. C'est un film sorti en début d'année, réalisé par Regina King. Oui. Et en fait, c'est 5 personnalités afro-américaines. Donc dedans, t'as Mohamed Ali, t'as Malcolm X, c'est tiré d'une histoire vraie, qui se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel un soir et qui vont en fait avoir des discussions, des disputes, des trucs comme ça. J'ai entendu parler de ça, je crois. C'est un film qui parle beaucoup de plein de sujets. Et je l'ai trouvé assez intéressant, mais voilà, encore une fois, c'est un huis clos, donc la mise en scène, c'est un peu compliqué dans les huis clos. De faire un truc qui sorte un peu du lot, on va dire. Même si j'ai un huis clos dans mon top. Mais Je pense qu'on a le même. je pense qu'on a le même. Mais voilà, donc One Night in Miami, c'est plutôt sympa en vrai. Ouais. Le temps passe vite, donc c'est plutôt cool. Ok, ouais.
J'ai entendu parler de ce film-là au début d'année, mais Ouais, il est sorti j'ai complètement passé au-dessus. C'est pas un truc qui m'attirait particulièrement. Ouais, il est sorti au tout début d'année, vraiment, tout Mm. début. Ensuite, j'y ai mis Sound of Metal, un Oui. film avec Riz Ahmed Vu. sur un personnage, un chanteur qui perd le... Enfin, un chanteur, Un batteur. un batteur de Ouais. groupe de métal qui perd l'ouïe au fur et à mesure. Intéressant aussi. Après, voilà, est-ce que c'était un grand moment? Pas pour moi, en tout cas, c'est-à-dire j'ai passé un bon moment à le regarder, mais voilà, j'ai pas... Il y a des bonnes qualités techniques par rapport au son, notamment. Oui, oui, bah c'est Donc, tout le truc. Il a vu l'Oscar, je crois. Il a vu un Oscar sur le son. Je suis pas sûr. Je vérifierai et je noterai Voilà, également encore une l'information. supposition lâchée comme ça, Le pour que montage. Thomas fasse des... Bam, les recherches. Ouais, Sound of Metal, pas mal. Pas particulièrement marqué non plus par ce film-là, mais... Ouais, au niveau du son, c'était sympa, quoi, ça change un peu. C'est marrant parce qu'en fait, je me suis lancé dans Sound of Metal en voyant juste l'affiche d'un batteur et tout, torse nu. Je me suis L'affiche dit, était putain, grave stylée. c'est un truc qui va parler de rock, qui va parler de métal, en fait. Et bah pas du tout. Voilà, détrompez-vous, c'est pas du tout ça, c'est un drame. C'est un drame américain, Ouais. tout ce qui est plus classique, disons, mais... Mais disons que le thème abordé va un peu varier avec ce qu'on voit d'habitude aussi. Ouais. C'est pas non plus un thème qui est beaucoup abordé, donc c'est plutôt cool d'avoir vu un truc comme ça. Ouais. Et dans cette catégorie, j'ai aussi mis un film qui est sorti récemment, à savoir Don't Look Up. Pas vu encore, Et bah, faut que je me motive. sache que c'est plutôt sympa, que, Ok. que j'ai bien aimé. Les personnages sont agaçants au possible, mais c'est fait exprès. Ouais. Et puis j'ai trouvé les performances d'acteurs, alors j'en dis pas trop pour pas trop t'influencer non plus, mais voilà, j'ai bien aimé aussi les performances d'acteurs. Troisième catégorie, film action / super-héros. Ouh là là. Parce que il y a deux films Marvel que j'ai vus cette année que je voulais mettre dans mes mentions honorables parce que je les ai trouvés sympas. L'un c'est Shang-Chi Et l'autre c'est Spider-Man. et l'autre ce n'est pas Spider-Man. Ah. L'autre c'est Black Widow. Oui, non, si. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé Black Widow ou bien sont sortis mitigés. Enfin, de ce que j'ai vu, notamment des notes sur internet et des avis. Moi j'ai bien aimé Black Widow. J'ai vu aucun des deux. J'ai bien aimé Black Widow Zéro. avec une préférence sur Shang-Chi quand même. Il m'intéresse plus Shang-Chi. Et bah il est plus intéressant en effet. C'est pour ça. Il est plus intéressant, ouais. Puis la bagarre. Il y a la bagarre un peu... avec des chorégraphies, quoi. Moi c'est ça Ouais. ce qui m'intéresse quand on est film d'action. C'est pas... Je sais pas, moi j'ai Spider-Man qui me vient à l'esprit là, mais les bagarres de Spider-Man... tout cuté là où tu vois rien, non, laisse tomber. J'aime bien les longues chorégraphies où tu laisses Ouais. le temps aux cascadeurs de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Ouais, voilà. Et Shang-Chi ça a l'air d'être ça. Les- Je l'ai pas les- vu après, mais... Ouais, bah j'en dis pas plus. Mais Ouais. ouais, Shang-Chi c'est dans mes mentions honorables. Et dans cette catégorie, film action super-héros, No Time to Die. Ah oui, ouais. Mourir peut attendre. Il est que dans mes mentions honorables. Ouais. De toute façon, j'en ai fait une critique, blablabli, la petite fiche qui s'affiche. Ouais, il est dans mes mentions honorables parce que, bah, pour tout ce que j'ai dit dans ma critique. À savoir Oui, oui. que je trouve que au niveau de la mise en scène, c'était pas mal au niveau de l'image, mais il y a des trucs qui auraient pu être un peu meilleurs. Au niveau de l'émotion, il y en avait. Voilà, pour un dernier film avec Daniel Craig, c'était bien. C'était vraiment bien. Mais ouais, c'était sans doute possible de faire un petit peu mieux, on va dire. Mm. De mon point de vue de non-fan de James Bond, tu vois. Ouais. Néophyte, c'est le terme. T'as fini avec tes mentions honorables du coup? Non, j'attends ton avis sur No Time to Die. Eh ben figure-toi que No Time to Die n'est pas dans mon top. Oh, Il d'accord. est... J'avais dit j'avais une mention honorable, bah c'est celle-là. Oh, d'accord. Parce que j'hésitais vraiment à le mettre dans mon top, sauf qu'avec du recul, déjà, en fait le film m'a pété la gueule quand je l'ai vu. Ouais. Pour la raison que les gens qui ont vu le film ils savent. Voilà, ils savent ceux qui ont vu le film de quelle raison je parle. Puis même de toute manière, ça a tellement tourné, tout le monde s'en doute un peu je pense. Mais ouais, No Time to Die, une fois passé l'émotion, tu prends un peu du recul dessus, tu fais bon bah... Il y a quoi qui ressort de ce film? Il y a la scène d'intro en Italie, je sais plus. Oui, en Italie. La scène d'intro en Italie, le final forcément. Forcément, ouais. La scène dans le bateau aussi. La Dans le bateau scène qui dans le coule. bateau. Oui, oui, oui. Dans le bateau ou dans la plateforme? Non, c'est le. C'est un bateau. Mais tu vois, même cette scène-là, j'ai pas trouvé particulièrement. Je sais pas, moi, il y a pas de moment, tu vois, où je me suis dit, genre. Si, il y a eu des moments waouh. Non, je suis mauvaise foi, il y a eu des moments waouh. Genre à la fin, elle est waouh quand même. Mais, pour moi, le méchant déjà, il est claqué. J'adore Rami Oui. Malek, hein. Mr. Robot, comme ça. Mais. Mais son personnage est mal écrit. Ouais, et son personnage. puis c'est Rami Malek qui joue du Rami Malek, quoi. Il a les yeux exorbités, il ouvre la bouche comme ça. Il parle sur un ton monotone. Ouais, c'est ça. C'est Dans ouais. Mr. Robot, ça match super bien, c'est son rôle, c'est son voilà, c'est son job. Mm. Mais dans No Time to Die, je sais pas. Et puis j'aime pas il est assez doux. J'aime pas le mec, il est assez doux. Ah. Je sais pas, j'ai
J'ai un problème avec cette actrice là, mais c'est juste personnel après ça. Mais ouais, sur le coup, il m'a foutu une claque. J'hésitais à le mettre dans mon top. Mais du coup, Et je me suis dit, vu la. Putain, c'est dur d'en parler sans spoiler. Parce que j'ai vu tous les James Bond, je les ai tous vus. Et la fin de No Time to Die, pour moi, elle est un peu traître, quoi. Sur le moment, ça fait un choc, mais quand tu prends un peu de recul dessus, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Enfin, en gros, c'est une fin qui était pas obligée pour le personnage. je trouve qu'à force d'essayer je trouve qu'à force de trop moderniser James Bond, ils sont peut-être allés un peu trop loin avec celui-là. Est-ce que tu serais pas en train de dire qu'ils ont dénaturé James Bond? Un peu, oui. Oh mon Enfin, dieu! Après, c'est normal, James Bond évolue avec son temps, quoi. Il va plus donner des claques aux fesses comme il faisait dans Goldfinger, mais je sais pas, je trouve qu'ils en font un peu des caisses en fait. Et ça m'a laissé un peu en dehors. Ok, Ouais. ok. Mais c'est juste parce que j'ai over réfléchi ce film encore et encore, et puis là, quand j'ai fait mon top, j'ai dit est-ce que je vais faire rentrer dedans, est-ce que je vais faire rentrer. Non. Non. Il y a d'autres films qui derrière, j'en sors uniquement heureux. Alors que le dernier, je suis sorti, j'étais juste triste, quoi, en fait. J'étais triste sur le moment, et je me dis, putain, si un film me met dans cet état-là, c'est qu'il m'a forcément Ouais, impacté. impacté de façon positive. Et il me faut un peu du recul pour me rendre compte, en fait, que cet impact était positif ou négatif, et là, en l'occurrence, c'était plus... Négatif. je pense. Ouais. Ouais. Et maintenant, je vais passer à des catégories de mentions honorables qui sont plus courtes. C'est-à-dire une catégorie, un film. Ok. Catégorie horreur. Tu sais que je suis pas un grand, je suis pas un grand fan du cinéma d'horreur, j'en regarde très peu. Mais j'ai quand même vu Sans un bruit 2, Ouais. qui était une bonne continuité au premier et qui était de la même qualité que le premier, c'est-à-dire que même avec le recul, je saurais pas dire lequel des deux films est mon préféré parmi les deux. Ah ouais, à ce point. Ouais, bah j'ai vraiment aimé le 1 et le 2 sur des aspects qui sont assez similaires en fait, et c'est pour ça que le point fort du 2 en fait c'est d'arriver à continuer l'univers Sans un bruit, Ouais. avec ses personnages, etc., tout en proposant un film qui soit un petit peu différent, notamment sur le développement de certains personnages. Alors Ok. je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu le 2. Donc- Parce que je n'ai pas eu des giga bons retours, pour le coup. D'accord. Ouais. Je sais pas, on m'a dit, dans le 1, le Stephen Lang, là, le vétéran de guerre bien flippant qui joue le méchant dans le 1, devient gentil dans le 2. Ah attention, on parle pas du même film je pense. Ah, Sans un bruit, putain, non. Attends. On Ah, recommence. Sans un bruit 2, Sans un bruit merde. 2. D'accord. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est pas grave. Ah oui, avec Emily Blunt et Cillian Murphy. Ouais c'est ça. Ouais, le 2. Ah putain, non, j'avais quoi? J'avais Don't Brief 2. Ah oui, oui, oui. Rien Ok. à voir. Ouais, non, si, donc pour le coup, le deuxième, j'aurais bien voulu le voir. Ok, bah j'en dis pas plus. Ouais. J'en dis pas plus, mais voilà, Sans un bruit 2, je l'ai mis dans mes mentions honorables parce que bah, je regarde pas énormément de films d'horreur, mais quand il y en a que je regarde et qui sont de qualité, voilà, il vaut mieux les souligner. Non, et puis en vrai, je trouve 2021, niveau horreur, n'a pas été très florissant. Peut-être que j'ai pas vu les bons trucs, mais niveau. Bah je sais après, pas, j'ai pas eu de grosses surprises horreur. t'as quand même vu Malignant. Malignant. Oh là là, Aïe aïe aïe. ce film. Et la dernière catégorie, c'est une catégorie que j'ai appelée la catégorie OVNI. Et c'est un film Ah. que je sais que tu as vu puisqu'on est allé le voir ensemble. C'est Les Méchants. Oh putain. Je suis sûr que Ouais. tu l'as oublié ce film. Oh, complet. Mais moi j'ai passé tellement un bon moment à regarder Les Méchants que j'étais obligé d'en parler en fait. Genre, je sais pas, c'est le film où Oui, ça correspond bien. Ouais, c'est ça, parce Ouais. que le film n'a pas. On va dire, le film a un sens caché, mais quand tu le regardes, c'est juste un. Caché. Bordel. Oui, bah, le film a plusieurs sens, on va dire, notamment sur l'actualité en fait. Avec Les tout ce qui est, médias. les médias, les fake news, les trucs Oui. de. Je suis Charlie aussi à la fin. Je suis quoi? Je suis Patrick. Patrick. Je suis Patrick. Et moi j'ai passé un bon moment parce qu'en fait j'ai débranché mon cerveau, tu vois. Ah oui. Parce que Ouais. je pense que les 3/4 des gens qui n'ont pas aimé Les Méchants ou qui disent que c'est de la merde en disant ça, en faisant objectivement c'est de la merde, alors que non, et ben je pense que c'est des gens qui n'ont juste pas déposé leur cerveau, tu vois. Qui se sont dit je vais voir un film qui va parler de la société, pas du tout. Bah c'est une comédie après, puisqu'il se veut un minimum politique sur sa fin, quoi. C'est pour ça que dès que tu... À la rigueur, tu une comédie à la con, tu poses ton cerveau sur le côté, ouais. Sauf que là, à la fin, ça a des portées un peu politiques. Un petit peu, ouais. Voilà, et puis là, je comprends que certains n'ont pas forcément accroché au truc. Ouais, c'est Moi, ça. pour le coup, je suis passé un peu... J'ai un peu survolé ce film. C'était un bon moment sur le coup, Sur mais... le coup, ouais. mais derrière, qu'est-ce que j'en ai tiré? Bah pas grand-chose, quoi. Non, moi je pense que si je voulais sans doute le citer parce qu'il a reçu quand même un backlash de fou. Ouais. Pour pas grand chose au final. Come Back. Nord. Oh, j'ai mis du temps. J'ai failli pas l'avoir.
Et ouais, je voulais surtout en parler parce que voilà, il mérite pas, je pense, le backlash qu'il a reçu. C'est pas un mauvais film en fait. C'est loin d'être un mauvais film, enfin à mon avis. Pas forcément un bon film pour tout le monde parce que voilà, faut aussi apprécier un petit peu le loufoque, l'absurde. Parce que c'est absurde de fou. Ah oui, C'est vraiment absurde. Les personnages en eux-mêmes sont absurdes. Et moi, ça me fait rire quand c'est complètement con. Donc, les méchants, ça fait aussi partie de mes mentions honorables. Et maintenant, une exception. J'avais dit qu'il y a une mention honorable qui sera très différente et qui est en fait comme un 7 bis, en gros. Mon top 7 bis. Je vais le faire et après tu pourras commencer ton top 10, je pense. Donc c'est numéro 8, au final. Ah, c'est un numéro 8, mais... C'est pas un coup de cœur non plus. Disons qu'en fait, il faudrait que je le revoie. Ok. Parce que je pense qu'en le revoyant, soit j'aurai les mêmes sensations que la première fois que je l'ai vu, et à ce moment-là, il sera pas dans mon top, soit je le kifferai encore un petit peu plus, et là, il mériterait d'être dans le top, même s'il l'est pas aujourd'hui. Soit même, je serais encore plus en dehors, et puis à ce moment-là, bah, ce sera encore pire, mais je pense pas. Parce que c'est un film, je sais que tu l'as vu, parce qu'on l'a vu ensemble. C'est un film que j'ai vu après une grosse journée de travail. J'étais très fatigué, il était très tard. On l'a vu sur un petit écran. Ah si, je sais, bah oui. Et forcément, je pense que ce film aurait pu rentrer dans mon top dans un autre contexte de visionnage, mais c'est Inside de Bo Burnham. J'étais sûr. Voilà. Honnêtement, j'ai bien aimé le film. Voilà, il y a tellement de qualité, et puis le fait que ce soit un gars qui l'ait fait tout seul, ça rend le truc encore plus dingue. Mais vraiment, je suis sûr d'être passé à côté de plein de trucs à cause du fait que j'étais très fatigué. Crevé, ouais. On l'a vu tard aussi. Hein. Ouais, on l'a vu tard. Vous êtes 23h chez Bibo. Bisous à Bibo. Bisous à Bibo, effectivement. Mais ouais, voilà, c'est un film qui était vraiment assez bluffant en termes d'image, en termes même ouais, de musique. Alors, au niveau des messages qu'il fait passer, parce que voilà, Bo Burnham il fait passer plein de messages. Donc c'est spectacle et tout, ouais. Ouais, je suis passé à côté de la moitié des messages, je pense. Parce que t'étais claqué, ouais, forcément. Voilà, c'est ça, c'est... Puis ça chante, ça chante vite, du coup tu dois lire les sous-titres en même temps, et puis parfois quand t'as pas trop la forme pour ça, tu passes au-dessus de plein de phrases et de messages et tout. Ouais, c'est ça, clairement. Ouais. Donc voilà, le 7 bis, ce serait Inside de Bo Burnham, que je vous encourage à regarder sur Netflix. Mais du coup, avant que moi je commence mon top, pour qu'on le fasse au même niveau, il faudrait que tu donnes ton top 10, top 9, top 8, et puis on va en discuter. Ça roule. Alors mon top 10, enfin mon numéro 10, ça va être un film français d'horreur. Oh, attends. D'horreur. Ah Tu l'as pas. Tu vas dire un truc. Bah, je dirais pas celui-là. J'ai envie de dire Titane. Titane, mais c'est pas Titane. C'est pas Titane. C'est pas Titane. C'est Teddy. Oh, d'accord. Ouais. Teddy qui est un film d'un jeune réalisateur. Ouais, réalisateur ou réalisatrice, putain, je suis désolé, je sais plus. Mais c'est son premier film. Et ça défonce, c'est l'histoire d'un ado qui va devenir un loup-garou. Et cet ado est joué par le rappeur dans Les Méchantes. Ah oui. Donc j'ai oublié le blaze. Merde, il s'affiche directement sur votre écran. Mais c'est un trop bon gars, je veux le voir dans plein d'autres films ce gars. Parce que dans Teddy il est trop cool. Et... Teddy, en fait, j'y allais sans trop savoir ce que c'était, parce que je me suis fait un peu tirer dans le cinéma par un copain, par Gaspard. Bisous à Gaspard. Les dédicaces. En fait c'est Skyrock, tu vois, on fait des dédicaces, on lance comme ça. Je suis allé le voir avec un pote, et je me suis grave fait surprendre en fait. C'est pas un film qui dure très longtemps, en plus il dure 1h20 ou 1h30. Je m'attendais pas à voir un film gore non plus, pour le coup. Mais t'as des petites séquences pas mal gore dans ce film-là, qui c'était assez bienvenu. Ouais. Et puis tout le design de loup-garou, je m'attendais un peu à un truc un peu cheapos, ouais. Un peu à la française, tu vois. Ouais, à la française. À la française, bon, on se dit les Français savent pas faire des effets spéciaux corrects ou des make-up incroyables. Et bah putain, je peux vous dire que le loup-garou de Teddy, il est bien et il fait flipper. Enfin, la scène où il apparaît, elle est flippante, quoi, pour le coup. Non, franchement, c'est super créatif, j'ai vraiment kiffé. Et ouais, Teddy, Teddy, je pense que je le reverrai avec grand plaisir, pour le coup. Ensuite, mon numéro 9, je pense qu'il fait partie de ton top, parce que c'était un film d'animation qui était un kiff pour moi, un peu... Oh là là, il fait des références à des vidéos déjà sorties sur la chaîne. Le kiff, c'était Mitchell contre les machines, qui était, au niveau de l'animation, quelque chose qu'on voit trop peu, je trouve. Enfin, cet aspect un peu bande dessinée, avec des trucs qui s'affichent un peu partout. Je pense que t'en parlerai un peu plus tard, mieux que moi, parce que t'avais fait une vidéo, ou peut-être... Ouais, allez voir la vidéo, la magnifique vidéo de Farb. Transition. Pour plus d'informations, parce que je suis d'accord avec ce qu'il raconte là-dessus. Non, puis même au niveau de l'émotion et tout, c'était vachement
vachement bien foutu. C'est dur hein, de développer en disant autre chose que c'était bien, j'ai bien aimé le film. Non mais c'est vrai qu'au niveau de l'animation, c'est un truc que ouais, on voit très peu ce système de bande dessinée un peu animé. Mais ouais, moi par rapport à ça justement, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était Spider-Man Spider-Man Into Into the the Spider-Verse. Spider-Verse, Ouais. qui est une grosse claque en soi. Le film est, Tout le monde est d'accord est là-dessus. incroyable. Bah oui. Et bah forcément, quand le style est refait et différemment, parce qu'en fait ça reste quand même un autre style d'animation. Oui. C'est la même claque au final et Et puis c'est moderne aussi. Il y a plein de gags un peu, je sais pas, les mèmes. C'est un film qui utilise des mèmes. C'est un film qui utilise des mèmes, ouais. Genre le Furby géant, moi Incroyable. je sais pas, je pense au Mitchell, je pense à cette scène avec un Furby La géant. scène des Furby, C'était bien trouvé. ça n'a rien à voir, c'est incroyable. Oui, voilà. C'est le bordel. C'est le bordel ce film, mais c'est ça qu'on aime, franchement. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. C'est un film qui donne le smile en fait, tout simplement. C'est un Je suis film d'accord. qui donne le smile. Entièrement d'accord. Numéro 8, alors celui-là, si j'ai vu dans mes rattrapages, c'est mon réalisateur préféré, c'est un film que j'attendais énormément, que je voulais voir pendant que j'étais à l'étranger, mais que j'ai pas pu parce qu'il n'était pas distribué dans le pays dans lequel j'étais. C'était Last Night in Soho. Ah ouais. Ouais, je sais pas si tu l'as vu toi. Je l'ai pas vu, Mm. mais j'aurais bien aimé le rattraper justement, mais manque de temps hein, parfois. Hein. Ça Ouais. arrive, ça arrive. En fait, c'est un film qui est fait pour me caresser dans le sens du poil, quoi. C'est que il y a de la musique vintage, il y a des couleurs néon et tout, des trucs que j'adore en fait, simplement des couleurs un peu flashy et tout. Enfin, brièvement, c'est l'histoire d'une étudiante en design, en mode, qui arrive à Londres et qui prend un appartement dans une petite, un appartement dans un petit appartement. C'est normal. Qui prend un appartement dans une petite chambre, qui a une histoire et un passé un peu trouble, ce qui va la mener, lors de son sommeil, à revivre des instants du personnage joué par Anna Taylor-Joy dans le passé. Et elle qui fantasme sur les années 60 va découvrir un peu ce que c'était d'être une femme dans les années 60, au travers du personnage de Anna Taylor-Joy. Et, comment dire, c'est pas un film qui fout vraiment la flip, parce que je crois que c'est un peu... c'est censé être un film d'horreur un peu quand même. Un petit peu, ouais. Ouais. Il me semble que t'es vendu un peu comme un film fantastique. Fantastique, horreur. moi j'avais plus fantastique tu vois qu'horreur, parce qu'il n'y a pas de... Après, horreur c'est tellement large maintenant. Oui, c'est clair, on fait tout maintenant Voilà. dans l'horreur. C'est comme le rap. C'est comme le rap. Ouais, pour le coup, enfin, la scène de Soho, je sais pas, l'environnement en fait fait que c'est un film que je devais mettre dans mon top. Parce qu'il y a que des trucs que je kiffe dedans. Après, j'ai peut-être pas encore assez de recul, il faudrait peut-être que je le revoie, peut-être qu'en le revoyant ça va me plaire encore plus. Comme à l'époque Baby Driver, c'était ça. Hein. Baby Driver, je l'ai vu une fois, je l'ai bien kiffé, je l'ai revu plusieurs fois, j'ai commencé à vraiment adorer ce film. Ouais. Et je pense que Last Night in Soho, ça va être la même. C'est à peu Possible. près. En fait, t'as un effet Edgar Wright, quoi. Edgar Wright, tout ce qu'il fait, je kiffe en fait. Je ne pouvais pas ne pas mettre un film d'Edgar Wright dans ce top. Ok, du coup, pour ce qui est donc de la place 10 à 8, on est bon. Hein, Calé. 3 films, voilà, calé. Donnez votre avis en commentaire. Maintenant, du coup, on va attaquer mon top 7 et donc ton top 7 aussi. En Nos parallèle. Top 7 respectifs en parallèle. Je vais commencer avec un film Netflix, d'un style de film qu'on va retrouver assez souvent dans ce top, et même on en avait un dans les mentions honorables, qui sont un peu dans le même style, c'est-à-dire les comédies musicales. Un style que j'apprécie particulièrement et où je suis un public assez facile, on va pas se mentir. Top 7, Tic Tic Boom. Tic Vu. Tic Boom, vu. Oui. Eh bien, Tic Tic Boom, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé D'accord. ça incroyable pour plein de raisons. La mise en scène, qui j'ai trouvé était très théâtrale. Ouais. C'est-à-dire souvent, on essaye de mettre en scène uniquement dans un petit lieu clos plein de choses. Je pense par exemple à quand ils chantent tous dans l'appartement du personnage principal. Oui. Et Ah. ils commencent, je crois, en faisant une espèce de... Oui, ils sont Une fond taf. fête et puis... Ouais, je me rappelle. C'est ça, ils commencent à faire de la musique et voilà, c'est vraiment le genre de mise en scène dans les petits endroits où il n'y a pas besoin qu'ils aillent partout pour faire une grande mise en scène qui dure longtemps dans plein d'endroits différents. Non, la mise en scène, elle est là, elle est dans un café, dans l'appart, dans une salle de répète, enfin. Les mises en scène, elles sont simples, mais efficaces sur un point de vue de l'image, tu vois. Parce que c'est très théâtral et le réalisateur, c'est Lin-Manuel Miranda. Oui. Donc forcément, tout ce qui est théâtre, mise en scène de comédie musicale, C'est ce qu'il fait. il sait ce qu'il fait de fou. Aussi, j'ai beaucoup aimé les musiques. À la fin du film, je me suis dit,
est-ce que ce serait des musiques que je réécouterais après, tu vois? Bah tu vois, moi c'est ça un peu ce qui m'a posé problème avec ça, avec Ah. le Tic Tic Boom. Parce que je l'ai vu dans mes rattrapages il y a une semaine, un truc comme ça. Et j'ai un peu surveillé ce film aussi, parce que pour le coup, j'ai pas eu de moment où je disais que la musique était waouh. En fait, moi j'aime bien les comédies musicales. En général, lorsqu'on allie la musique et le cinéma, la comédie musicale, pour moi ça marche de ouf. Mais là-dessus, je sais pas pourquoi, la musique déjà me... J'étais pas à fond en kiff sur les musiques. Ouais. Du coup, je suis giga resté en dehors du truc. Et tout l'aspect méta, j'ai trouvé intéressant. Non, au final, j'ai pas trouvé intéressant. C'est ça, c'est que le film, au final, j'ai pas trouvé très intéressant. Enfin, même en général, le personnage de Andrew Garfield, j'ai pas trouvé plus attachant que ça. Ça, je peux comprendre, parce que Ouais. le personnage d'Andrew Garfield, il est très centré sur le côté professionnel, tout ça. Mhm. Donc c'est un personnage qui va un peu se renfermer et qui, justement, sur une certaine dimension, va se rendre un peu détestable. Ouais, Sur une certaine dimension, voilà, il se renferme uniquement dans son travail, sa le copine, personnage elle passe. voilà, sa copine, elle passe après. Et justement, ça donne lieu à une chanson que moi j'ai beaucoup aimée, par exemple, qui s'appelle Come to Your Senses, donc qui est chantée à la fois par la copine et par une fille de la bande du personnage principal. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, effectivement. Et cette chanson-là, par exemple, elle m'a marqué et je la réécoute encore aujourd'hui. Et il y a surtout un passage qui m'a beaucoup marqué dans le film où c'est la chanson, elle est utilisée genre 20 secondes. Ça s'appelle Is This Real Life? Et instant spoiler, donc il va falloir se décaler au timecode qui est là. Il est là le timecode, regarde. Non, il est là. Non, il est là? Ouais, Ok. il est passé là. Il est passé là le timecode. Tu veux vraiment me faire galérer sur le montage. Mais en gros, c'est le moment où il apprend que son pote est atteint du sida. Et Oui. là, il se met à courir, il y a la musique qui est de plus en plus forte. Et lui, il se met à courir dans tous les sens. Et il y a Andrew Garfield qui fait un très bon... qui a un excellent acting là-dessus. C'est-à-dire que à la fois, il raconte l'histoire, il est à bout de souffle, il retient un peu ses larmes. Et j'ai trouvé cette scène, genre... Bah justement à bout de souffle en fait. J'étais un peu... à un moment il dit je veux que tout s'arrête. Et là la musique s'arrête. Le personnage s'arrête de courir. Andrew Garfield il dit plus rien. Et genre moi j'étais en mode... Ok. Pause. Donc moi en fait ce qui m'a vraiment plu c'est l'effort de mise en scène, l'acting. Pour avoir vu certains sites de bookmakers qui font des prédictions sur les Oscars, Andrew Garfield est bien placé pour l'Oscar du meilleur acteur. Ouais. Je pense pas qu'il l'ait, mais... Rien que le fait qu'il soit nominé, déjà, c'est cool. Hein. Ouais, rien que le fait Pour qu'il lui. soit nommé, il était nommé pour Tu ne tueras point, il y a Ah, la vache. longtemps, et il était 2015. incroyable. Ouais. Et Sur un point, il était très cool. de toute façon, Andrew Garfield, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Voilà. Et Et si jamais, dans un monde merveilleux, il décroche l'Oscar, peut-être que release The Amazing Spider-Man 3 verra le jour. let's go. On veut ça. J'adorerais. Mais ouais, en fait, Tic Tic Boom, ça m'a marqué pour toutes ces raisons-là, en fait. Et puis même, il y a aussi j'ai senti un petit apport émotionnel. Moi, le cinéma qui me marque, c'est surtout celui qui va me marquer émotionnellement, en fait. Tu peux faire un film qui est standard au possible en termes de mise en scène, si émotionnellement il me marque, je trouverais ça bon. Je reviendrai là-dessus aussi un peu plus tard dans le top, mais Ah. j'ai le même genre de ressenti. Je dis pas plus alors. Mais voilà, vraiment, en fait, pour moi, l'art du cinéma au sens large, c'est vraiment l'émotion avant de faire des trucs qui sortent de Techniquement. l'ordinaire, techniquement, voilà, c'est Ouais. ça. Bah, Et Tic Tic Boom, ça a marché comme ça sur moi, quoi. Bah, c'était peut-être ça mon problème, c'est que moi, les thématiques de Tic Tic Boom me laissaient assez en dehors, quoi. Du coup, peut-être que plus tard, ce film, les thématiques dessus me parleront un peu plus. Mais pour le moment, Peut-être, ouais. c'était pas vraiment ma tasse de thé. Voilà. Je passe à mon numéro 7. Et passe à ton numéro 7. Alors, mon numéro 7 est également un film Netflix. Ouais. Un des rares films d'horreur aussi, de mon top, que j'ai vu dans aucun top non plus. De tout ce que j'ai vu sur YouTube, j'ai jamais vu dans un top. C'est Fear Street, partie 2. Alors, je sais pas si vous entendez parler de la trilogie des Fear Street, mais en fait, ce sont 3 films d'horreur qui parodient, entre guillemets, 3 styles de films d'horreur à 3 époques différentes. Le premier se passe à l'époque actuelle, et ça parodie un peu le style un peu scream, le meurtrier mystérieux dans le lycée, c'est ça. Du coup, sympa, mais moi, c'était pas forcément mon style d'horreur qui me plaisait bien. Le troisième, je garde le deuxième pour la fin. Le troisième, c'est un peu plus du folk horror, ça se passe en 1666.
Et c'est un peu une histoire de sorcière dans un village, un peu à la The Witch, ou à Le Bon Apôtre aussi, qui est sur Netflix, qui est putain de tuerie, ce film il est tombé dans l'oubli sur Netflix, mais il est incroyable. Et la partie 2, ça parodie, même si parodie c'est pas vraiment le bon mot, mais ça reprend plutôt, ou ça rend hommage au slasher des années 80. Parce que le titre de Fear Street, c'est Fear Street partie 2, 1984. Et ça raconte une histoire un peu de fantôme, avec un tueur un peu à la Vendredi 13, dans un camp de vacances, une colonie de vacances et tout. Et je sais pas pourquoi, d'habitude je suis pas giga fan des slashers, pourtant j'en ai vu un paquet. Je trouve que Fear Street partie 2 apportait quelque chose d'un peu de nouveau, avec un matériau de base assez vu et revu. Je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau, mais surtout ça modernise tout ce truc. Cet aspect un peu slasher. Parce que les slashers un peu de camp de vacances, vendredi, je cite que Vendredi depuis tout à l'heure, mais tu dois en avoir d'autres. Massacre au camp d'été, que je n'ai pas vu, mais qui existe. C'est un peu vieillot, quoi. C'est années 80, 90, et à partir des années 2000, c'est devenu un peu has-been. Et là, ce film-là, je trouve, donne un coup de boost à tout ce truc-là. Un peu comme l'avait fait d'ailleurs la saison 9 d'American Horror Story, qui était vachement bien aussi. Et ouais, pour moi, c'était vraiment une bonne surprise. J'attendais vraiment rien de Fear Street partie 2. Et c'était vraiment une bonne surprise. C'est pas des films qui font peur, pour le coup. Si jamais vous êtes un peu réticent vis-à-vis des films d'horreur, vous avez peur que, je sais pas, des jumpscares, des trucs un peu comme ça. Bon, il y en a, mais je trouve que celui-là fait pas vraiment peur. Même les trois ne font pas vraiment peur en général. Et c'est une histoire qui se suit. C'est un peu comme une grande série sur 3 longs épisodes. Un peu comme, je sais pas, un Sherlock. Voilà, ouais. C'est un peu... Et le 2, pour moi, c'est vraiment un pivot central. Et la scène de fin niveau émotion, je m'attendais pas à avoir des frissons à la fin d'un slasher, tu vois. Et la fin, au niveau de l'émotion avec les personnages et tout ça, c'était brillant. En fait, j'ai des flashs là, de la fin de Fear Street partie 2 qui était génial. Pour le coup, j'ai vraiment pris un pied monstrueux devant Fear Street. Voilà, on passe à ton numéro 6. Tu l'as super bien vendu. Ah ouais. J'ai pas osé t'interrompre. Ouais, moi mon top 6, ça n'a rien à voir. Si, point commun. Netflix. Point commun Netflix, c'est un film, je vais le dire tout de suite, c'est Malcolm et Marie. Oh, ok. De donc Sam Levinson, réalisateur de Euphoria. Euphoria qui sort à l'heure où nous tournons cette vidéo dans... Attends, on est le 6, 7, 8, 9, dans 3 jours. 3 jours la saison 2. Putain, qu'est-ce que je l'attends celle-là. Et donc Malcolm et Marie de Sam Levinson avec Zendaya et John David Washington. Alors, point fort du film, les acteurs et les dialogues et la mise en scène et tout. Je dirais pas la musique parce qu'il n'y a pas de musique. Si. Il y en a de la musique. Labrinth refait la musique. Labrinth, le compositeur qui avait bossé sur Euphoria, refait la musique de Malcolm et Marie. Mais c'est la musique un peu de fond, quoi. Ouais, c'est ça. C'est John David c'est Malcolm qui va dans la cuisine, qui allume la sono, qui a mis une musique un peu de jazz d'ambiance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a pas marqué. C'est parce que c'était un truc plus d'ambiance que vraiment propre au film, on va dire. En fait, c'est dans le film. Dans la diégèse du film, on insère des musiques. Ou de temps en temps, entre les longs dialogues, t'as des petites séquences de pause lorsqu'ils ont fini de se taper sur la gueule, où ils sont chacun séparés dans une pièce différente de la maison. Ouais. Où là, t'as un peu de musique pour calmer un peu le jeu et transitionner vers la prochaine bagarre. Prochaine scène. Ouais, en tout cas, sur les différents points de Malcolm et Marie, le seul qui m'aura pas marqué, ça aurait été la musique, et pas de manière négative, il m'a pas marqué. Tout le reste, ça m'a beaucoup marqué positivement. C'est-à-dire qu'en fait, les films où ça parle beaucoup, donc là, c'est un film de 2 heures qui parle. 1h40, ouais. 1h40 qui parle, pour moi, soit ça casse, soit ça passe de ouf. Et là, par exemple, One Night in Miami, par exemple, dont j'ai parlé dans les mentions honorables, c'était un film où ça parle beaucoup et c'est passé. Là, Malcolm et Marie, c'est encore plus passé parce que... Il est dans le top. Parce qu'il est dans le top. Surtout, il y a un effort de mise en scène. Je pense par exemple, le film commence sur un plan séquence où juste la caméra fait comme puis ça. Panote comme ça. Elle panote. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un cut là quand même. Et les acteurs, ils enchaînent. C'est très théâtral aussi. Ouais, c'est aussi très, très théâtral et c'est un huis clos. C'est le huis clos dont je parlais tout à l'heure. Et pour faire une mise en scène originale sur un huis clos, en réalité, on dirait pas comme ça, mais c'est très difficile d'arriver à faire des plans qui changent un peu tout en restant constamment au même endroit. Donc après, en passant sur la réal, les acteurs...
fabuleux. De toute façon, il suffit de sortir leur nom pour savoir que ça va être de la qualité. Zendaya ne joue pas que dans Spider-Man. Parce que dans Spider-Man, oui, elle est écrasée parce que c'est un film Marvel. Zendaya dans Euphoria, Zendaya dans Malcolm, Zendaya dans les films, dans les productions, la réalisation de Sam Levinson, c'est toujours pépite, quoi. C'est vrai. Vraiment, vraiment. Totalement. Et Zendaya qui joue super bien. Même John David Washington, le dernier film dans lequel je l'avais vu, c'était Tenet. Ouais. Et j'avais trouvé son jeu un peu plat dans Tenet. Genre, Il n'y a même son pas de place. personnage, Il n'y a même pas de place dans le protagoniste. le héros du film. Voilà. Mais là, par contre, ouais, il m'a vraiment bluffé sur certaines scènes où son personnage explose un peu, ou bien où il essaye justement d'être dans la retenue, ou bien il y a vraiment des... En fait, c'est un film qui va enchaîner les scènes d'amour et de haine, qui, en fait, va pas rester uniquement sur un ou deux sujets. Genre, par exemple, imaginons un film « Oh là là, je ne t'aime plus, oh là là, je t'aime, oh là là, je ne t'aime plus ». C'est pas ça du tout. C'est un film où vraiment on va osciller entre des sujets qui peuvent être à la fois donc internes au couple, donc la jalousie du personnage de Zendaya parce que son copain, il l'a pas mentionné dans son discours de fin de présentation de son long métrage. Parce que le film démarre après la première projection du film qu'a réalisé le protagoniste... Oh putain, le lapsus. Qu'a réalisé Malcolm. Oui, voilà, le film commence là-dessus, c'est vrai que c'est mieux de le préciser. Voilà, ils reviennent dans l'appart. Et Malcolm, il est euphorique. Putain, vas-y, je m'arrête pas. Il est super content parce que son film a plu. Et Zendaya, elle est amère, elle est pas dans son assiette. Ouais, Pourquoi C'est tout le truc. C'est là où ça commence en fait. Et le film va donc parler un peu de jalousie l'un envers l'autre que peut avoir une personne d'un couple pour l'autre personne par exemple. Ça va parler à un moment du traitement des acteurs et tout dans le cinéma actuel. Ça va traiter, à un moment ça traite de drogue. Donc en fait il y a un personnage qui est un ancien drogué et du coup ça va parler de plein de choses. Donc drogue, cinéma actuel, un peu de politique aussi parce qu'il faut parler de tout quand même. Comment un couple peut justement chavirer et se remettre ensemble et tout. Enfin disons que je sais pas pourquoi j'étais aspiré par les dialogues en fait. Je sais pas si c'est une qualité d'écriture ou quelque chose comme ça, je sais même pas qui a écrit les dialogues, si c'est Sam Levinson qui les a écrits. Je crois que c'est lui. Hein. Si c'est lui qui les a écrits, bah, je trouve que c'est très bien écrit en termes de gestion un petit peu du rythme des dialogues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où, au lieu d'être toujours dans l'intensité, il est arrivé à varier sans que les passages un peu plus mous soient chiants. Le rythme est fabuleux. C'est ça. Le rythme est vraiment très bien mené. Bah, de toute façon, il fait la même chose dans Euphoria, le rythme est vachement bien mené aussi. En fait, Sam Levinson, bah, il est trop fort, c'est tout. C'est en fait, point fort de Malcolm et Marie, Sam Levinson. Regardez aussi Assassination Nation, un de ses premiers films. Il avait réalisé un autre avant, dont j'ai oublié le nom. Mais Assassination Nation, si vous avez kiffé Euphoria, c'est une pure dinguerie aussi. C'est dans la même veine, un peu moderne, avec des ados et des... Enfin, c'est vraiment quand tu dis un film pour ados et tout, tu vas penser High School Musical, c'est conneries comme ça. C'est pas du tout ça, c'est un peu trash quand même, quoi. Et ouais, Assassination Nation, ça a été les prémices d'Euphoria et les débuts de la merveilleuse carrière de Sam Levinson qui, je l'espère, va continuer à nous massacrer casser la gueule avec sa saison 2 d'Euphoria. Parmi les choses que j'attends le plus 2022, saison 2 d'Euphoria, Better Call Saul saison 6, mais je m'éparpille, on va s'arrêter là. Pour ton numéro 6. Pour mon numéro 6, ouais, ce sera tout. C'était un petit peu flou comme explication, mais en même temps, bah, à la fois, il n'y a pas grand chose à dire parce que, en fait, le film est juste très bon dans plein de domaines et c'est des domaines assez classiques, entre guillemets, c'est-à-dire réalisation très bonne, casting très bon, écriture très bonne. Mais oui, mon numéro 6, c'est fini et tu vas pouvoir parler du tien. Alors, mon numéro 6, il est un peu particulier parce que je l'ai vu hier soir. Je l'ai vu. Est-ce qu'il y a du recul? Non. Mais bon. Et c'est un peu triché, j'hésitais à est-ce que c'est un film de 2021, est-ce que c'est un film de 2022? Officiellement c'est un film de 2021, mais il est sorti en France sur Amazon Prime en 2022. Tu vois de quoi je parle? Je l'ai pas vu, mais je l'ai. Il s'agit de The Green Knight. The Green Knight. De David il est sorti le 3 janvier sur Amazon Prime. Parce que dès qu'un film A24 réalisé par un putain de réalisateur qui nous a fait A Ghost Story qui était fabuleux, sort un nouveau film qui a l'air sublime, qu'est-ce qu'ils font les strips français? Bah ouais, non, flemme. En fait je crois qu'ils veulent pas parce que les films A24 sont très très chers à distribuer en France. Franchement c'est une histoire comme ça.
Mais le truc, c'est qu'en Europe de l'Est, là où j'étais en Erasmus, il a été distribué. Ah, J'ai des copains qui étaient à Vienne qui ont pu le voir là-bas. Et ouais, bon, donc pour parler un peu du film, c'est en fait un immense conte de à peu près 2 heures, mais qui passe super bien. Un peu naïf aussi, genre le personnage il est un peu en mode découverte de soi, de ce qu'il doit être. En fait, ce qui m'a frappé avec The Green Knight, avant tout, c'est la photo. Tu prends chaque image de ce film, c'est un fond d'écran Windows, quoi. C'est sublime. N'importe quelle image, c'est magnifique. Et ça apporte un peu l'aspect fantastique, magique du conte qui nous est conté. Et ouais, enfin, je pense que j'ai pas encore assez de recul sur ce film-là, parce que bah, je l'ai vu il y a moins de 24 heures. Mais il m'a tellement pété la gueule, surtout que hier soir je suis rentré, j'étais claqué aussi, et je me dis bon, je mate un film, j'ai pas envie de voir un truc super long. Ah, mais d'un côté, The Green Knight, ça fait un moment que je l'attends, et puis c'est à 24, on sait que c'est souvent des valeurs sûres, donc du coup je l'ai un peu maté, je me dis ouais, mais j'espère qu'il va pas trop m'endormir, parce que David Lowery, le August Story, je pense que je l'avais découvert à un moment qui était génial pour moi, mais je pense que si t'es claqué, tu regardes August Story, tu t'endors, c'est fort possible que tu t'endormes, et j'ai peur que ce soit la même chose. Pourtant, Ghost Story, c'est assez court comme film. Bah, il est assez lent. C'est vrai qu'il fait des films assez lents. Et j'avais peur que le rythme du film soit étant lent, parce que The Green Knight, non, même pas, le rythme de The Green Knight est vraiment bon en fait, quand j'y repense. Déjà, dès le début, les images te caressent la rétine, mais à un point fabuleux. Et derrière ça, bah, l'histoire qui t'est contée, elle est juste belle, quoi. T'as plein de moments très oniriques, un peu avec de la magie. Tu t'attends pas à avoir de la magie dans ce genre d'univers, mais d'un autre côté, bah, dès les 15 premières minutes, t'as une espèce d'homme-arbre, tu vois, je sais pas si vous avez vu les bandes annonces et tout, mais Ouais, un homme à tête de tronc, là, qui... La tête de tronc. Il a une tête de tronc, c'est pas une connerie. Un joli tronc, hein, pas un rond rond comme ça, mais... Quel beau tronc. C'est un beau tronc. Déjà, à partir de là, tu te dis, bon, on est dans un univers un peu fantastique et tout, médiéval, mais ça va tellement plus loin que ça. Et c'est bien plus parce que les bandes annonces ne dévoilent rien sur l'intrigue. J'ai complètement découvert le film en ne sachant rien du film. Et ça, c'est un truc trop rare, franchement. Même le synopsis, j'avais rien lu, je sais pas du tout de quoi ça parlait. Et je me suis fait surprendre. Et ouais, pour moi, sa qualité première, c'est sa plastique. C'est un film qui est plastiquement merveilleux, quoi. Vraiment très très beau. Voilà pour mon numéro 6. À présent, Et bah, le top 5. Tu l'as encore bien vendu, mais c'est incroyable, j'ai jamais envie de te couper. Ok, donc maintenant qu'on est passé sur film 7, film 6, toi sur tes 10, 9 et 8, on attaque le top 5, on s'est rechargé en café Et en chocolat. Joyeuse fête. C'est délicieux, mais est-ce que c'est aussi délicieux que mon top 5? Oh, je ne le sais pas encore, je ne le connais pas. Mon top 5, j'avais parlé de Bo Burnham avec Inside, mon top 5 c'est Promising Young Woman. T'es sûr? Tu m'as pas de Bob Burnham, je suis sûr. Promising Young Woman, film mis en scène donc par Emerald Fennell, si je dis pas de bêtises sur son nom, Oui. avec plein d'acteurs, Carey Mulligan, Ouais. Bo Burnham notamment. Après voilà, il y a une grosse partie du casting que je connaissais pas forcément avant, je connaissais que ces deux-là en fait. Ce que j'ai bien aimé sur ce film-là, c'est qu'à la fin, je me suis dit, déjà, alors on va parler de la fin sans spoiler, enfin moi en tout cas je vais en parler sans spoiler, c'est une fin que j'appellerais douce amère. Comme beaucoup de personnages du film, c'est-à-dire qu'en fait, très peu, voire quasiment aucun personnage n'est complètement bon ou complètement mauvais en fait. Ce sont des teintes de gris. Effectivement. Voilà. En fait, le film crée pas des personnages clichés en mode lui il est super bon, enfin lui il est très gentil, lui c'est le pire des connards, enfin. Il y a vraiment très peu de personnages qui sont foncièrement bons et foncièrement mauvais. Tout le monde a une nuance et j'ai trouvé ça très intelligent parce que du coup tu t'attaches à des personnages qui te sont présentés comme bons et puis tu découvres qu'il y a une part un peu de noirceur et puis inversement t'as un peu l'héroïne qui fait des trucs, alors par rapport à son histoire pour elle c'est moralement bon, mais quand t'es spectateur il y a certaines actions par exemple que tu peux pas cautionner de la part de l'héroïne même si tu comprends pourquoi elle le fait. C'est un film que j'ai trouvé en fait très intelligent dans sa manière de traiter beaucoup de sujets d'actualité. Est-ce que tu pourrais vite fait peut-être résumer de quoi ça parle? Tout à fait. Promising Young Woman, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un café, qui a une vie assez, on va dire, Classique banale. américaine. C'est ça. Sauf qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans des boîtes de nuit, À la des nuit choses comme tombée. ça. À la nuit tombée, elle se transforme en Un Batman. loup-garou. Ah merde. Elle va dans des boîtes de nuit et elle fait genre qu'elle est ivre. Elle fait genre qu'elle est ivre pour que des hommes mal intentionnés la ramènent chez eux.
et qu'elle puisse du coup les intimider pour qu'ils n'essayent pas de tout simplement... De reproduire. Ouais, c'est ça. Et Genre, pour qu'ils ne puissent pas de tenter des choses, on va dire, sur elle pendant qu'elle est ivre, faussement ivre du coup, Ivre. et que ces messieurs ne répètent pas l'action sur d'autres jeunes femmes innocentes. En fait, en gros, c'est un peu une vengeuse pas masquée, une vengeuse masquée qui fait ça. Et en fait, il y a un processus de vengeance qui va se mettre en place par rapport à une histoire sombre qui s'est passée il y a Dans son quelques passé. années. C'est ça, quand elle était à la fac. Donc on va suivre un peu cette histoire de vengeance avec des personnages qui vont apparaître, qui vont entrer dans sa vie, qui vont disparaître de sa vie. En fait, les personnages, sont tous gris. C'est rare d'avoir des films où les personnages sont autant nuancés. Moi j'ai trouvé ça très satisfaisant ce film. Très satisfaisant, je pense en partie avec la fin, j'imagine. Ouais, non mais même en général le concept où elle vient se venger des rats de la casse, on va dire, Des cassos là. des cassos de soirée. Enfin, je pense qu'on connaît tous des potes meufs principalement qui se sont fait un peu Bousculés. emmerdés par des mecs lourds, que ce soit dans la rue ou en soirée et tout. Et là c'est un film qui va prendre en contre-pied ça et qui va te mettre une Carey Mulligan Badass. vénère, elle est vénère dans ce film, qui va bousculer tout ça. Et je sais pas, moi je trouve le concept de base est jouissif, et le début du film où ça présente ce concept de base m'a plu quoi, beaucoup. Ouais, c'est clair. Le film se lance bien et il reste sur cette continuité en fait. Et Ah, je trouve qu'après ça change un peu de... Au début c'est très jouissif, puis à la fin tu commences à apprendre un peu plus sur le personnage et à sa quête de vengeance. Ça devient un peu moins fun à regarder, mais plus sombre, et si ça faisait pas ça le film ce serait juste chiant et répétitif quoi. Donc, En fait, plus le film avance, et plus c'est vrai, on a cette un peu de noirceur, on va dire. Le film se conclut par une fin qui est douce amère, et qui justement, parce que c'est vraiment le mot que j'ai sorti quand j'ai fini le film. J'étais en mode, ah ouais, donc c'est une fin satisfaisante, mais frustrante en même temps, Ouais. tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, tous les personnages ont cette dualité pendant tout le film. Même le film en lui-même est une dualité, tu vois. Le film en lui-même, il te présente un personnage qui fait des actions bonnes pour lui, dans sa quête de vengeance par exemple, des actions qui certaines seront aussi bonnes pour nous, je pense, enfin voilà, et d'autres qui vont être moralement un peu, ça vient me poser pas mal de questions en vrai sur des questions de morale, à la fois par rapport au personnage principal et surtout les personnages qui gravitent autour, tu vois. Ouais. On est en mode, est-ce que je me sens plus proche de lui? Oui, mais il a quand même fait ça, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas? Enfin, c'est un film qui vient poser plein de questions, qui vient de te faire poser plein de questions, et tout en mettant en scène une héroïne badass, et c'est cool. Et voilà pour mon top 5. Ok, mon top 5, c'est un film qui est passé à Cannes, qui a été reporté beaucoup de fois, un film français. J'aime bien faire des devinettes un peu au début comme ça. Ah, mais comme ça j'essaie de trouver. Ah, je l'ai. C'est Benedetta. C'est Benedetta, qui m'avait foutu une petite claque quand je l'ai vu en salle. Benedetta, en fait, c'est un espèce de délire autour d'une nonne c'est l'histoire d'une nonne lesbienne dans un couvent. Voilà. Et sauf que, lesbienne à l'époque, c'est pas bien vu. Dans un couvent, à la religion comme ça, qui interdit encore plus ça, c'est encore moins bien vu. Du coup, ça va amener quelques petits problèmes. Le film a un aspect très provoque qui pourrait paraître un peu ridicule à certains moments. Je pense à une certaine... ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle quand je parle de crucifix. Parce que c'est un film qui frôle souvent l'aspect un peu nanar. Parce que parfois c'est vraiment tellement gros que ça pourrait paraître ridicule. Sauf qu'il y a toujours une espèce de ligne assez fine entre le ridicule et le... Putain, c'est du génie. C'est ça. Pas génie, mais c'est chaud quoi. Enfin, moi, il y a une des scènes les plus violentes que j'ai vues cette année était dans Benedetta. Une scène de torture qui se passe hors champ en plus, qui était super dur à voir. Et ouais, je sais pas, le film a un aspect. En fait, je me souviens principalement du ressenti que j'avais dès que je suis sorti de la salle, où j'étais vraiment très content en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment super content du film que je venais de voir. Même si je sais pas forcément si j'aurais envie de le revoir de sitôt. Mais pas parce que c'est un film qui m'a particulièrement choqué, parce qu'un film qui me choque maintenant, ça se fait de plus en plus rare en vrai. Parce qu'en général, les trucs qui tournent autour de la religion, j'ai vraiment pas mal de mal quoi. Ne m'a rattrapé, j'ai vu Sainte-Maud aussi, qui n'est pas dans le top du coup, qui parlait de religion et qui aussi m'a un peu laissé sur le côté. Puisque ça peut souvent être un peu, je sais pas, obscur, un peu vague, mystique. Un peu mystique, flou. Mais le mystique où tu comprends pas en fait. Je sais pas, Sainte-Maud, moi j'ai ce ressenti là de me dire mystique, mais je suis pas rentré dedans non plus. Là, c'est un peu mystique, ça peut être un peu tiré capillotracté de temps en temps, mais
ouais, je sais pas, j'ai eu un gros kiff devant ce film, j'étais à fond dedans et Ah bah, c'est mon top 5. Il n'y a pas besoin de plus en soi. Ouais. Pas besoin de plus. Si t'étais à fond dedans, c'est aussi peut-être que c'est un film qui est assez immersif, peut-être. Ouais, complet. Au niveau de l'ambiance et tout. Puis même à la fin, parce qu'en fait j'ai vu un bail aussi. J'ai vu l'été. J'ai vu une période en fait où j'ai vu beaucoup de films au cinéma. Et il s'est noyé en fait dans beaucoup de ressentis d'autres films à ce moment-là. Mais celui-là, je me rappelle surtout du ressenti que j'avais en sortant de la salle, encore une fois, qui était... j'étais très content, quoi. Parce que j'ai vu beaucoup de films à cette époque-là. Des films de Cannes. Ouais, Annette, pareil. Annette, je suis resté un peu extérieur. Parce Bah, que pareil. je l'ai vu lors de mes rattrapages et je suis resté très extérieur à Annette. Alors que je vois plein de gens qui vraiment presque idolâtrent le film. Mais peut-être avec le temps, nous on va peut-être plus l'apprécier. Peut-être que là pour le moment on ne saisit pas toute l'ampleur du génie d'Annette. Même si je vois très bien à peu près de ce que les gens Oui, portent à Annette. Mais on s'égare là, on s'égare de ouf. on s'égare beaucoup. Surtout que là, on va attaquer Le top 4. le top 4. Et là, j'ai pas pris de note sur mon top 4, j'aurais dû. Parce qu'on va en parler de mon top 4. On va en parler. Je prends un chocolat. Prends un chocolat. Ne t'étouffe pas avec quand je vais dire que mon top 4 c'est Spider-Man. Ah, vraiment. Non, vraiment. Mon top 4, c'est Spider-Man No Way Home. Oh bah, Alors là, explique-nous donc pourquoi Thomas. Les cinéphiles vont me casser la gueule. Moi je pense que, comme on en a parlé précédemment, le cinéma c'est avant tout transmis par des émotions. Quand je suis allé voir Spider-Man, moi je suis pas un grand fan de tout ce qui est... Déjà, je suis pas un grand fan de Marvel, j'ai loupé un très gros tiers, voire la moitié des films du MCU. Mais voilà, j'ai loupé plein de films de Marvel, donc je suis pas un très grand fan de Marvel et je les rattraperai au fur et à mesure, ces films-là. Je suis pas un énorme fan de l'Homme Araignée, même si j'aime beaucoup les acteurs qui l'ont interprété et qui l'interprètent encore aujourd'hui, comme Tom Holland par exemple. Attendez, pause café. Et oui, en fait, pour résumer un petit peu ce que je veux en dire, c'est que c'est un film qui a chez moi provoqué quand même des émotions alors que je suis pas à fond dedans, tu vois. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important quand je le regardais, tu vois, dans la mise en scène. Alors c'est de la mise en scène Marvel, ok. Mise en scène. La mise en scène John chez Watts. Marvel. La mise en scène est tout ce qu'il y a de plus platonique, on va dire. Il y a même des scènes qui auraient pu être mieux tournées. Tout le film aurait pu être mieux selon moi. Le concept de base est fabuleux. Mais ils en font quelque chose de tellement plat et tellement marvelien. Ouais, vas-y. En fait, je vais reprendre un truc qui a été dit sur internet, donc cette réflexion n'est pas de moi, mais je la trouve extrêmement vraie. C'est-à-dire que le film est divisé en deux. D'un côté, t'as le film sur le multivers, et d'un côté, t'as le film sur Spider-Man. J'allais dire Batman. Ça n'a rien à voir. The Batman, The ça sort en Batman. mars. Oh là là, oui. Mais c'est à la fois un film donc sur le multivers d'un côté et sur Spider-Man de l'autre côté. Le film sur le multivers, il est nul à chier. Vraiment. Ça n'explique rien, il y a plein d'incohérences. Oh ouais, c'est un Marvel, il y a plein d'incohérences. Faut Ah pas mais chercher celui-là, plus loin. il est fort. Hein. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de questions à la fin du film. Ok, mais c'est un incroyable film Spider-Man, je trouve. Sur le traitement notamment du personnage de Tom Holland. En fait, on vient d'accomplir l'acte Spider-Man Origins, qui a pris 3 films, qui a pris 7 heures à créer un Spider-Man qui est vraiment sur No Way Home, et je trouve la meilleure interprétation de Spider-Man par Tom Holland. Bah, je trouve que, ouais, niveau du jeu de Tom Holland, il step de game up dans le dernier. Mais au niveau de l'évolution, pour moi, il évolue juste dans le dernier. Hein. Au début de Spider-Man No Way Home, ce qui démarre l'intrigue du multivers, c'est Spider-Man qui fait des gamineries. C'est Spider-Man qui sait pas ce qu'il veut, qui hésite. Enfin. Bah en fait, si on prend Homecoming, tout le truc du film, c'est est-ce que Spider-Man mérite son costume de Spider-Man, par exemple. À la fin de Homecoming, c'est ok, t'as fait tes preuves, tu peux être maintenant Spider-Man. Dans Far From Home, c'est comment faire pour résister, on va dire, comment survivre après le deuil d'Iron Man. C'est ça surtout le début de Far From Home en tout cas. Après le film se perd dans la première heure sur une espèce de teen movie un peu chelou. Mais la deuxième heure de Far From Home avec Mysterio qui essaye de faire un peu une espèce de père spirituel à Peter, puis qui fait En fait, il est ces méchant. trucs de méchant. Et en fait, là on est vraiment sur Spider-Man qui doit assumer des premières responsabilités, c'est-à-dire Iron Man n'est plus là, tu vas devoir te démerder tout seul. Mais c'est parce qu'il fait de la merde. Déjà, moi, je trouve le concept de base du multivers, enfin, ce qui déclenche le multivers, est con. Enfin, Doctor Strange, vas-y, on peut en parler longtemps de Spider-Man pour le coup. oui. Doctor Strange, pour moi, c'est pas le même que dans
Infinity War Endgame, quoi. Dans Infinity War Endgame, il accepte de donner la pierre du temps à Thanos pour sauver tout le monde, quitte à sacrifier la moitié de la population. Ouais. Voilà. Donc là, il prend des sacrifices, mais à la fin, il doit faire un choix pour Peter Parker. Enfin, à la fin, Peter Parker doit faire un choix pour sauver le monde. Pour voilà. empêcher le monde de crouler dans le multivers. C'est ça, exactement. Et Doctor Strange, son choix de base, c'est... En fait, le choix, c'est soit Spider-Man... Non, en fait, non, je spoil. En gros, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire le film aurait pu durer une demi-heure si Doctor Strange s'était un peu plus imposé, on va dire. Bah, Doctor Strange, il est plus ce qu'il était, hein. La vache, hein. Il se fait... Ah, Bolossé. Mais c'est dur de parler de No Way Home sans spoiler aussi. Mm. Mais oui, il a pas toute son intelligence, en fait. Je trouve que Doctor Strange est vraiment stupide. Dans le film Dans le film, là, ouais. Ouais. Il fait des choix qui sont vraiment pas cohérents avec ce qu'il était dans les films précédents. Alors, peut-être que Doctor Strange 2 va apporter des réponses. Moi, c'est vraiment ce que j'espère de Doctor Strange 2, c'est qu'il va apporter des réponses. Putain, j'ai vu, je crois qu'il va durer... 3 heures. Ouais. Alors, on va revenir sur No Way Home après, mais là, je fais une digression sur Doctor Strange 2. Digression. Effectivement, une digression, putain. Doctor Strange 2, si je l'attends principalement, c'est pour avoir des réponses par rapport à No Way Home. C'est surtout pour ça, en fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu No Way Home, j'aurais pas eu d'intérêt pour Doctor Strange. On attend un film parce qu'il va donner une réponse sur un autre film précédent. Un film, normalement, est censé se ça. valoir en tant que tel, tu vois. Sauf que là, c'est un univers... Du coup, No Way Home, pourquoi j'ai mis 4e? Oui. Principalement pour vraiment tout ce qui s'en dégage, en fait. C'est vraiment l'aura du film. C'est-à-dire, j'ai senti que je voyais quelque chose de grand, en fait. Alors que voilà, comme je l'ai dit, je suis pas fan de Spider-Man, du MCU. En fait, j'ai vraiment eu cette impression de là, il se passe quelque chose d'important pour moi et pour le personnage, surtout plus pour les personnages qui sont présents. Alors, ça ne révolutionne rien en termes de réalisation, ça ne révolutionne rien en termes d'acting, mais moi j'ai ressenti des trucs pendant le visionnage, des émotions, alors que je me disais, je vais juste voir un film Spider-Man tranquille. Mais il y a vraiment cette côté émotion dont je te parlais, c'est-à-dire les films, je les vois d'abord à travers mes émotions plutôt qu'à travers le prisme de l'art, et là c'est clairement pour ça que No Way Home est aussi haut, alors qu'il y a des films que je trouve largement plus beaux avant. C'est juste que, en termes d'émotion, et en termes de vécu, d'expérience même, mon expérience de No Way Home a été vraiment très différente et très immersive. On va dire. Ouais, mais je comprends que... En fait, pour moi, No Way Home, c'est un film qui joue énormément sur le fanservice. Je pense que là-dessus, tu seras pas... Non, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve ça traite, quoi, de jouer que uniquement là-dessus. Et que au-delà de ça, t'as du fanservice, du coup, t'es content et tu laisses passer plein de trucs. Je peux comprendre qu'on aime bien, mais moi je reste vachement en dehors de ça, quoi. Ok, rebonjour. Changement de cam. Cette vidéo est pleine de reprises, de problèmes techniques. Tout à fait. Et en plus, nos cafés sont finis. En plus, nos cafés sont finis. Et puis, t'as aussi un top 4. Et il en reste 4. Il en reste 4. Il en reste beaucoup. Beaucoup trop. Mon top 4. Alors, mon top 4, c'est un film que nous avons vu ensemble. Oh, une devinette encore. Oui, toujours des devinettes. Un film que nous avons vu ensemble, dont on a beaucoup discuté en sortant de la salle. Oh. Je pense que tu l'as, du coup. Est-ce qu'on a vu cet été. Est-ce que c'est un film dansant? Oui, alors là, tu l'as. In the Heights. In the Heights est dans mon top. Parce que, en l'ayant vu et en étant très fatigué, j'ai été en dehors de pas mal de trucs, mais même en étant crevé, il y a eu un long moment, genre la scène avec Abuela, tu vois, avec la chanson Abuela, où j'ai eu une espèce de gros coup de mou, j'étais limite en train de m'endormir, mais il est pourtant 4ème du top, c'est pas pour rien, parce que ce que je disais, tu vois, ce que je reprochais à Tic Tic Boom précédemment, c'est que c'était pas assez grandiose. In the Heights est vraiment grandiose, enfin, je pense qu'on est d'accord, la séquence de la piscine, la séquence d'ouverture, le carnaval des barrios, Carnaval des barrios. Voilà, tout est, enfin, te donne le smell, te donne la pêche, quoi. Et puis la musique, c'est un des bandes originales que j'ai plus réécouté cette année, une des rares bandes originales que j'ai beaucoup réécouté cette année. Et ouais, enfin pour moi, In the Heights, c'était j'ai été conquis par ce film dès le début, quoi. Enfin, les trucs en fait où ça chante et tout, et la vidéo est synchronisée sur le chant. Ouais. C'est un truc qui me séduit automatiquement. Les graveurs le faisaient, les films rythmés sur la musique. Les films images et musique rythmés ensemble. Ils font beaucoup ça dans les comédies musicales, et puis là-dedans ça marche de ouf, quoi. Et tout l'aspect un peu latino et tout, j'aurais pu être un peu en dehors, mais pas du tout. J'ai vraiment surkiffé mon moment. Et... Ouais, dans In the Heights. Ouais, gros kiff sur In the Heights. Je suis totalement d'accord avec toi en fait. Sur tous les aspects du film. Je te laisse présenter ton numéro 4.
mon numéro 3. On avance, on Putain, rentre c'est dans le vrai. top 3. Oh là là, ok. On rentre dans le top 3. Un film dont on a déjà parlé, où je vais du coup expliciter un petit peu plus. Dis-moi. Alors que, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer, alors que j'en ai fait une vidéo, puisque mon top 3 c'est les Mitchell contre les machines. T'es sûr qu'il était haut dans ton top celui-là? Est-ce que c'est le premier film de nos tops à être commun? Je crois, oui. Il me semble Ouais. que c'est les Mitchell. C'est un gage de qualité. Les Mitchell contre les machines, c'est trop bien, c'est très drôle, c'est vachement bien animé, il y a des personnages hyper attachants, le thème de la famille est traité. Il y a un chien rigolo. Il y a un chien rigolo, le chien est génial. D'ailleurs ce n'est pas un chien mais c'est du pain de mie. Ah oui, c'est vrai, putain. J'ai oublié ça. Mais non, le film surprend, le film traite le sujet de la famille notamment, mais aussi traite le sujet des nouvelles technologies, et puis comment dire, de trouver sa place, on va dire, de trouver sa vocation, avec le personnage principal aussi, qui a un peu du mal, on va dire, elle fait des vidéos un peu dans son coin, et elle a un peu du mal à faire accepter à sa famille, surtout à son père, qu'elle puisse en faire un métier. Et le personnage, la relation avec son père, je trouve, qui évolue et qui est très touchante. C'est super ça. Et vraiment, le film Les Mitchell contre les machines, c'est le meilleur film d'animation pour moi de l'année. Je suis d'accord. Et ce qui est chiant, c'est qu'il va sans doute être nommé aux Oscars, mais qu'il va sans doute pas le gagner. Parce que t'auras une armée de Marvel, enfin De Disney, Disney, une armée de là. Disney qui va arriver avec Luca ou Encanto, que j'ai trouvé moins bon, et qui vont sans doute le gagner. Bah disons que j'aimerais bien qu'il nous fasse une Spider-Man. Spider-Man, ouais. Spider-Man c'était vachement bien, et il a eu l'Oscar Ça serait du meilleur film qu'il devant chope les l'Oscar. Disney. Donc là, si les Mitchell chopent l'Oscar, mais je pète un plomb, mais dans le bon sens quoi. Bah, de ce que j'ai vu en film d'animation cette année, mais c'était le film qui m'a le plus surpris niveau animation, quoi. Enfin, qui était plus innovant en matière d'innovation. Ouais, Innovant en matière d'animation. Innovant en matière matière d'innovation. Oh. Mais c'est clair que innovant et même c'est un film qui, en fait, tu reverras pas. Enfin, t'as jamais vu un film pareil. Ouais. T'as jamais vu un film pareil. Pourtant, des films d'animation, ça fait. Bon, on peut un peu se rapprocher de Spider-Man, tu vois, niveau d'animation. Ouais. Et encore. Et encore. Il y a pas mal de changements par rapport. Il y a la même idée de cases de bande dessinée qui apprennent un peu vie, mais il y a cette idée un peu plus, on va dire, En fait, c'est un mélange entre Spider-Man et un Disney. Ouais. Au niveau de l'animation, c'est un mélange, et c'est pour ça que on n'a jamais vu de film pareil. Et franchement, il y a plein de plans qui sont géniaux, parce qu'il se passe plein de choses en même temps, genre t'as plein de plans. C'est très fourni. C'est ça, comme je disais dans la vidéo, il y a plein de plans, on dirait une miniature YouTube. Tellement il y a plein de trucs. Les arrêts sur image, là, avec, où ça marque des trucs. Ouais, c'est ça, ces plans-là, j'étais en mode... C'est vachement drôle, j'ai jamais vu ça en fait. Donc pour moi, les Mitchell, c'est top 3. C'est un grand oui. C'est top 3, C'est top validé tier. par nous deux. C'est validé par nous. Est-ce que Ouais. vous validez les Mitchell? Commentaire. Voyez-le et commentaire. Validez et commentaire. À toi. Alors, mon top 3, c'est un film dont tu as déjà parlé. C'est un film Netflix. C'est un film qui est issu du Covid. Le Covid a fait beaucoup de mal au cinéma, mais il a créé Inside de Bo Burnham. Enfin, il a entraîné la création, engendré la création d'Inside de Bo Burnham, qui est le film qui m'a peut-être le plus hanté dans l'année. Il y a un truc que disait, je sais pas si tu connais la chaîne de Dex et le cinéma. Non. Il disait un truc que je trouvais vachement intéressant, c'est que dans un film, tu as 3 phases un peu. Tu as le visionnage, comme ça, qui te donne un premier avis. Tu as l'après-visionnage, où tu prends le temps de réfléchir, et après tu as le fantôme, ce qu'il appelle le fantôme du film. Qui, pour certains, par exemple Benedetta, pour moi, j'ai kiffé mon visionnage, j'ai kiffé la préséance, enfin le moment où j'ai vu après la séance, mais il n'y a pas eu tant que ça le fantôme du film, enfin j'ai pas eu de souvenir marquant du film qui m'a poursuivi des mois durant. Inside, c'est vraiment un film, surtout grâce à sa bande originale que j'ai écouté beaucoup de fois cette année, qui m'a énormément suivi tout au long de l'année. Parce que je trouve que c'est assez rare de réussir à faire un film qui, à la fois, est drôle, parce qu'il faut le dire quand même, enfin, c'est super bien écrit, c'est drôle, enfin moi le FaceTime with my mom, tu vois, il y a tout un truc, enfin c'est que les trucs qu'on a vécu quand on était confinés. Du coup voilà, c'est d'actualité déjà, et à la fois touchant, triste et innovant en vrai, dans sa manière de filmer, dans sa manière de mettre en scène certaines choses, sachant que quand t'as le recul de savoir qu'il est tout seul, c'est certaines idées de mise en scène qui sont folles. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est tout seul, il est dans une chambre, et il fait un putain de film qui est dans le top
le top 1 d'Inso Panda par exemple. Ouais, je crois que Moi c'est mon top 3 et je sais pas, moi je me dis, les gens créatifs tout seuls dans leur chambre qui font des trucs comme ça m'a toujours impressionné. Alors lui, ce qu'il a fourni, il a fait de la musique, il a fait du cinéma en même temps, et de la comédie en même temps. de la comédie, ouais. Puisque ouais, c'est un show un peu comique. Parce qu'il fait pas que de la musique dans le truc. Moi, le truc où il fait le jeu de Twitch là, parce que bon, pendant le confinement, on a beaucoup regardé de live Twitch, je pense, un peu tous. Il fait une espèce de live Twitch où il joue sur un jeu où il se met en scène pendant le confinement. Je vais pas spoiler ce qui se passe en particulier, mais c'est glaçant quoi. Il fait ça sur une espèce d'humour un peu noir. Ou bien il y a aussi un extrait où genre il réagit à lui-même. Ouais, voilà. Il réagit à lui-même. Voilà, c'est drôle, mais ça porte un message derrière, quoi. Et puis, enfin, tout simplement, la bande originale. La bande originale, je l'ai saignée. Et ouais, pour moi, Inside, c'était un des trucs qui m'a le plus charmé cette année. C'est un des rares films, d'ailleurs, les 3 films de mon podium, c'est que des films que j'ai vus 2 fois dans l'année. Ah, okay. Inside, j'ai vu la première fois seul, la deuxième fois avec toi. Et avec Bibo. Qu'on salue, bien évidemment. Bisous à Bibo. Mais je suis d'accord sur tout ce que tu as dit pour Inside. Et vraiment, ouais, je pense qu'il aurait été dans mon top dans un autre contexte de visionnage, comme je l'ai dit au début. Et je m'y attendais pas, hein. Vraiment, c'est pas un truc qui m'attirait particulièrement au début. Et c'est sur Netflix, on l'a dit, c'était sur Netflix. C'est sur Netflix, regardez-le. On enchaîne sur ton top 2. Mon top 2, mon top 2. C'est un film qui aurait pu être premier. Honnêtement, les 2 premiers, voire même les 3, en fait, mon podium, je pense, se bat sur pas grand-chose. Se bat sur des détails. C'est compliqué, hein, pareil. C'est ce qu'on disait au début de la vidéo, c'est une année où il y a plein de films qui étaient bons, mais arriver à classer plein de films bons, ça joue vraiment sur des détails. Mais mon deuxième, c'est un film que j'ai vu au cinéma, ce n'est pas un film Netflix. En cinéma, en Dolby Atmos, grande salle, Dune. Dune. Ah, oh là là. Quelle claque. Dune, c'était vraiment un film que j'attendais beaucoup. Quelle expérience cinématographique. Déjà, techniquement, le film, c'est vraiment la bûche de Noël, tu vois. C'est de la gourmandise technique, de la gourmandise visuelle, mais c'est incroyable. Visuel, même au niveau de la musique, c'est Hans Zimmer du coup qui fait la musique. La musique est hyper accurate à chaque scène. Il y a des scènes de bagarre avec de la cornemuse. Oui, ouais, t'as un plan avec la cornemuse. Bah, je crois que le thème des gentils, ouais. Alors je me rappelle plus leur nom parce que je mélange un peu tout. Paul Atreides. Ouais, les Atreides. Je crois que le thème des Atreides, c'est un thème de cornemuse. Alors je crois. Je sais que cette scène-là, le début de la bagarre avec de la cornemuse, ça m'a matrixé un peu. Il y a plein de scènes qui m'ont matrixé. La scène de la boîte, elle m'a marqué. La main dans la boîte, par exemple, elle m'a marqué. Je trouve que Timothée Chalamet, il était taillé partout cette année. Il était partout cette année déjà. Mais surtout, il était taillé pour le rôle. En fait, je trouve le casting très accurate et très... comment dire ? En fait, j'ai vu le premier Dune, donc qui rushait un peu toute l'histoire pour faire tenir le roman en 1h50, quoi, 2 heures. Et là, le fait de l'avoir coupé en 2, c'est vraiment un très bon choix parce que t'as le temps de développer les personnages et surtout de leur donner plus de volume. Plein de scènes, en fait, étaient incroyables. Et j'ai quand même une préférence pour la première heure, on va dire. Je trouve que vraiment l'introduction, donc la première heure du film, est vraiment très bonne, en fait. On t'introduit dans un univers. J'étais pas aussi perdu que quand j'ai vu le premier Dune, par exemple, où genre j'avais l'impression que les gars, ils m'avaient lâché dans un labyrinthe, en mode, ah oui, regarde, en fait, il y a ça. Quoi ? Là, vraiment, on prend le temps de t'expliquer, on t'emmène dans l'univers, techniquement, c'est irréprochable. Si vraiment, il repart pas avec la moitié des Oscars techniques, voire plus, vraiment, c'est du vol. Bah, meilleure photo. Ah, il y a The Green Knight. Tu n'as pas encore vu The Green Knight, mais The Green Knight, je veux qu'il chope l'Oscar de la photo, s'il nommé. Mais par exemple, Oscar des effets spéciaux, je pense, Oscar potentiellement de la photo, oui, Oscar du son par exemple. Il y a un traitement du son sur... Ouais, le son est très très... qui est fou, et surtout quand... Bah moi je l'ai vu du coup en Dolby Atmos avec le système son qui pète les oreilles, mais la notion du son par exemple dans Dune, on dirait pas comme ça, mais avec le recul c'était très important. Les costumes aussi, enfin... Il y a vraiment... un univers ultra riche quoi, qui était présenté et de façon assez fluide, complète. Ouais. Après moi le souci que j'ai eu avec Dune, c'est que je l'ai pas vu dans des conditions fabuleuses non plus. Je l'ai vu en salle, c'est un des rares films que j'ai vu quand j'étais à l'étranger, mais je l'ai vu dans une toute petite salle à Vienne. On est arrivé un peu à la bourre avec mes potes, du coup je me suis retrouvé au fond, dans l'angle. Le son était pas fou non plus et l'écran était assez petit. Donc... Pas fou quoi, pour voir. Ouais.
pour un film de cette ampleur, de cette envergure, j'aurais préféré le voir sur un grand écran Atmos, comme tu dis. Je pense que j'aurais peut-être changé mon avis sur ce film-là, qui au final pour moi a été un bon film d'introduction, mais qui me donne plus envie de voir la suite, plutôt que de m'attarder sur celui-là qui pour moi... une fois que je sortais du film, j'ai fait genre... Bah... c'est tout. C'est stylé, c'était super beau, c'était sublime, ok. Mais niveau de l'histoire, j'ai l'impression que ça s'arrêtait au moment où ça commençait à devenir intéressant et tout. Je vois. Après, ouais, il y a des moments de bravoure, enfin l'attaque de... L'attaque de la cité scène de guerre là. Ouais, il y a une scène de guerre qui est... super bien. Ça, j'imagine, avec un bon son et tout, ça doit claquer. Ah bah ça c'était incroyable. Hein. Ouais. Vraiment, puis il y a plein de scènes en fait où je m'y attendais en ayant vu le premier film, et j'ai trouvé que la mise en scène était fabuleuse. De toute façon c'est Denis Villeneuve, la science-fiction de Le Denis Messie, Villeneuve, ouais. la mise en scène, c'est toujours dingue, que ce soit au niveau de l'éclairage, que ce soit au niveau de l'intelligence, du placement de tel ou tel machin, bidule, pour faire des analyses après qui durent 2 heures. C'est hyper intelligent les films de SF de Denis Villeneuve. Suffit de voir Blade Runner 2049, il suffit de le voir pour se dire que le gars il est calé quand il fait de la SF. Et ouais, d'une c'était une grosse claque technique notamment, vraiment dans ma gueule. Tu peux passer à ton numéro 2. Mon numéro 2 est également un film SVOD, mais ce n'est pas un film Netflix. Oh, c'est un film Amazon Prime, Ce n'est pas un film Amazon Prime, Apple TV, pas Apple TV. Salto. Non. Waouh, des plateformes de SVOD. Ah, je ne sais pas. HBO Max. Oh. Et là, je pense que tu l'as du coup. HBO Il n'y a Max. pas eu énormément de choses qui est sorti en début d'année. Je l'ai vu 2 fois, c'est un film très très long. Oh, je l'ai. C'est Justice League, la La Snyder Snyder Cut. Incroyable. Comment dire, la Snyder Cut. Moi, on me présente un film de 4 heures, basé à partir de... Enfin, j'avais vu le film Justice League comme tout le monde en 2016, 16 je crois. La réponse sur votre écran. En Je gros. crois 2016, je pose une pièce sur 2016. Mais comme tout le monde, j'étais un peu genre putain décevant quoi. J'avais une attente exceptionnelle à cette époque-là. Et après on me dit ouais bah Snyder on va reprendre le truc. Je fais ouais pourquoi pas, vas-y. Mais le film de base était pas dingue donc qu'est-ce qu'il veut en faire de ça. Et là, il sort une bombe de 4 heures qui passe super bien. Vraiment, en général les films plus de 2 heures c'est un peu compliqué. En fait c'est comme si tu binge-watchais une série, la Snyder Cut. Et dès que je suis sorti du film, j'étais ravi. Et j'ai revu le film la semaine d'après quoi. Voir 2 fois en l'espace de 2 semaines un film de 4 heures, c'est que ça m'a vraiment passionné sur le moment. Je sais pas, pour moi c'était... On pouvait pas faire plus impressionnant en termes de film de super-héros. En fait je trouve que c'est le film de super-héros ultime quoi. Pour moi il écrase Avengers déjà. Voilà. Avengers, enfin non, Avengers c'est un autre contexte aussi, c'est un autre, voilà, c'est un autre style, c'est plus humour machin, là c'est plus épique en fait. Ça va iconiser à balle tous les personnages. Wonder Woman, la scène d'introduction de Wonder Woman dans Justice League, les frissons, la scène, toutes les scènes avec Flash où il ralentit le temps et tout, c'est d'une beauté magnifique. Et le format qui est un peu bizarre, tu vois, il est un peu, c'est pas du 1/1, c'est pas du 4 tiers, c'est entre les deux, ouais, je sais plus, je le savais à une époque, mais non, je sais plus. Mais c'est un format qui est un peu particulier, et je trouve que ça rend l'image beaucoup plus large et beaucoup plus aérée en fait. D'accord. Et ça laisse beaucoup de place à quelque chose que j'adore dans les films d'action, c'est laisser la place au décor. Et c'est quelque chose qui se passe pas assez, je trouve, dans beaucoup de films d'action, c'est lors des combats, lors des scènes d'action, de serrer l'action sur les personnages, et de faire plein de coupes et tout pour dynamiser le montage et dynamiser la scène. Là, ils font pas trop ça. Là, les plans sont toujours giga larges. Les ralentis. Ah oui, putain, je peux pas les ralentis. Bah c'est Snyder, les ralentis. Les ralentis dans la Snyder Cut, mais tu peux penser que ça peut être un peu lourd, mais je trouve que ça passe tellement bien. Je pense que honnêtement, s'il n'y avait pas les ralentis, le film durerait 3h30, un truc comme ça. Une demi-heure de ralenti. Ouais, t'as vraiment des ralentis partout et des scènes entièrement au ralenti. Mais ça marche de fou. Ça, en fait, ça sert ça iconise parfaitement ces personnages. Ouais. Oui. Mais ça, il le fait très souvent bien, Zack Snyder. Iconiser les scènes, les personnages, il le fait Il y arrive souvent trop bien. très bien, même Il arrive trop bien. dans des films un peu moins 300 impressionnants. par exemple. pareil, c'est beaucoup de ça. Hein. 300, Sucker Punch, même BVS aussi, c'est niveau ralenti, il t'en met à balle et c'est si bon. Enfin, vraiment. Ouais, Snyder Cut, j'ai été mais conquis. Le fait d'en reparler là, j'ai envie. Je me suis pas encore acheté en Blu-ray, faut que je m'achète en Blu-ray celui-là, c'est une dinguerie. Et Ça... aussi, un truc très très fort, je trouve, qui amène un autre niveau de lecture à la Snyder Cut, outre les scènes d'action
impressionnante et tout. T'as un parallèle avec la vie de Snyder, parce que, comme vous le savez peut-être, Snyder a quitté le projet de la Justice League initialement parce que sa fille adoptive s'est suicidée. Du coup, il a quitté le projet et c'est Joss Whedon, le réalisateur des anciens Avengers, qui a repris le projet, et ce qui a formé cet être hybride qui a été le Justice League de 2016. Et en fait, tout le thème de la paternité traverse la Snyder Cut, et à chaque fois qu'il y avait un thème, enfin une histoire avec un père et un enfant, souvent avec Cyborg d'ailleurs, Cyborg qui avait toute une relation avec son père et tout, et bah moi je m'imaginais toujours en fait Snyder derrière derrière le comptoir qui avait écrit ça et qui était en parallèle un peu de lui en fait dans le film. Une lecture à double sens. Voilà, une lecture à double sens. Et à la fin, je sais plus comment s'appelle sa fille, mais à la fin du film, au crédit, c'était marqué pour le nom de sa fille, tu vois. Et j'ai fait genre, oh là là là. Automne, je crois qu'elle s'appelle Automne. Ok, on vérifiera de toute Voilà. façon. C'est pas juste un film impressionnant, c'est un film aussi qui, niveau de l'émotion, comme tu dis, Ouais. déjà c'est impressionnant, et émotionnellement c'est fort, quoi. Et j'ai rarement vu un film, de manière générale, qui iconise aussi bien ses super-héros. Ok. Alors tu vois, je vais encore taper un coup sur Spider-Man, mais Spider-Man, fait. à part une scène, je trouve que le Spidey, il est pas... Pas iconisé. Même le Spider-Man, j'en veux 2 secondes sur Spider-Man, après j'arrête. C'est donc. Les scènes de voltige en Spider-Man, c'est iconique. Tu vois, à chaque fois dans les Stanley Sam Raimi ou ceux de Andrew Garfield, les scènes où il se balance et tout, c'est à chaque fois giga stylé. La scène de balance de la fin de No Way Home, tu vois rien. Le mec il se balance comme ça dans la neige, la caméra elle est oh au secours, je sais pas ce qui se passe. C'est une catastrophe quoi. Et donc là, tu vois, ils essaient de faire un truc mais ça marche pas. À chaque fois qu'ils essaient d'iconiser ces super-héros dans la Snyder Cut, ça marche du feu de Dieu. Franchement, si vous avez peur de la durée de 4 heures de Snyder Cut, de la Snyder Cut, dites-vous juste c'est comme lorsque vous binge-watchez une série, vraiment. Et que si jamais vous voulez vous arrêter au milieu, le film est divisé en 5 ou 6 chapitres, et à la fin du chapitre 2 ou 3, vous pouvez faire une pause, aller vaquer à d'autres occupations. Chercher un paquet de chips. Voilà, vaquer à d'autres occupations et y revenir plus tard. Ça pose aucun problème, mais ouais, c'est un des rares films que j'ai vu plusieurs fois cette année. Et Avec ouais, il aussi mérite. ton troisième film et ton premier Et mon premier. qu'on découvrira. Transition Ah, parfaite sur ton premier film. Topal que t'as mentionné déjà. Et où je me suis pas trop. J'ai pas trop extrapolé dessus. Je sais. Tu crois, tu sais? Ouais. On l'a vu, le mec. Ah, je sais alors. Il le sait. Dis-le. Non mais les gars. Non mais dis gars. Indie Heights, c'est mon top 1 de l'année. Bah en fait, pour tout ce que t'as dit, c'est-à-dire la BO, elle est géniale. La mise en scène, alors c'est pas Lin-Manuel Miranda qui met en scène, il produit le film, il y apparaît en tant que vendeur de glace. Il apparaît, il a une chanson. Piragua. Piragua. Incroyable. Ta. Mais il produit, donc il a quand même un regard dessus. C'est réalisé par John Chu. Qui a fait les Sexy Dance, enfin qui a fait des Sexy Dance. Ah donc ouais, j'avais pas fait trop de recherches sur lui, mais Moi non plus. il s'y connaît dans tout ce qui est chorégraphie, voilà. Et Punchy. en fait, déjà la réalisation est aussi folle. Alors il y a, on va dire que les qualités techniques sont moins impressionnantes que sur Dune par exemple, mais ça reste hyper impressionnant. La scène de la piscine, Carnaval des Barrios, même la scène du blackout que j'ai trouvé aussi impressionnante en termes d'idées, par exemple avec les feux d'artifice, des idées de mise en scène pour pouvoir mettre en avant les couleurs. Je trouve que ouais, il y a une gestion des plans qui est très intelligente aussi. L'utilisation des couleurs notamment. Il est beau ce film. Ah oui, il est très beau ce film. Indie Heights, vous l'avez peut-être loupé pendant l'été parce qu'en soi il était très peu marketé, mais il est vraiment génial. Autre chose que je voulais souligner, c'était l'écriture du film. Parce qu'on parle rarement d'écriture en fait dans les comédies musicales, mais je trouve que les personnages sont tous très intéressants. C'est-à-dire qu'ils ont tous leurs rêves, ils ont tous leurs espoirs, ils ont tous leurs difficultés. Chacun individuellement, ils vont avoir quelque chose. Par exemple, je pense à un personnage dont j'ai oublié le nom qui revient d'un endroit où elle fait ses études, oui. Et où elle veut juste arrêter parce que ça lui plaît pas, enfin etc. Et elle ose pas, donc c'est un manque de confiance en elle. La copine de Benny. C'est ça. Et ouais, là il y a ce personnage donc, qui manque de confiance en elle et qui va essayer un peu de se développer en cherchant un peu sa place. Il y a le personnage joué par Anthony Ramos, le principal, qui lui c'est l'espoir, c'est retrouver sa terre natale, aller s'installer quelque part. Voilà, c'est un peu la thématique du rêve, de l'espoir, avec d'un autre côté qui vient trancher avec l'espèce de relation amoureuse qu'il a, la relation amoureuse qu'il a avec un autre personnage. On a encore oublié Blaze. On a encore oublié les blazes, dis donc, c'est difficile. Et donc en fait, il y a plein de personnages comme ça qui ont des difficultés dans la vie, et en fait, bah, tu peux vachement t'identifier facilement à eux, alors que c'est une comédie musicale qui est
En général, les comédies musicales, bah, t'as un petit peu de mal parce que bah, tu chantes pas dans ta vie de tous les jours, donc c'est déjà un peu Qu'est-ce que t'en difficile sais ? de... Oui, c'est vrai. Bon, enfin, des comédies musicales, je trouve que je suis un public assez facile en termes de comédie musicale, mais d'un autre côté, il y a un peu plus de difficulté à s'identifier aux personnages. Et là-dedans, genre, tous les personnages, tu peux un peu t'identifier à eux en fonction de leurs problèmes et de leurs espoirs, de leurs rêves. C'est un film en fait qui parle d'espoir, qui parle beaucoup d'espoir. Tous les personnages ont l'espoir de quelque chose, l'espoir de créer une relation avec quelqu'un, l'espoir de s'évader un peu de leur vie difficile dans ce quartier où voilà, ils ont tous des boulots qui sont pas forcément faciles. C'est un film qui est très humain et qui donne le sourire surtout, voilà. De ouf. Qui te fait passer par plein d'émotions, genre au début t'es heureux, tu découvres le quartier, ensuite par exemple la scène du blackout pour en revenir, et même la scène de la boîte de nuit, on en a pas parlé mais elle est très cool. Ah la scène de la ouais, boîte de de nuit. ouf. La scène du blackout qui vient juste après d'ailleurs, bah, c'est une scène où par exemple t'as l'inquiétude, tu sais pas un peu où les personnages y vont, c'est assez flou. Il y en a un qui retourne à son travail, il y en a un qui essaye de chercher sa copine, enfin voilà, c'est le bordel. Et après, C'est t'as vivant, c'est un un film moment très de, vivant. un moment de tristesse un peu, où voilà, t'as les émotions qui se chamboulent un petit peu, et après t'as des moments de joie qui reviennent, enfin c'est aussi... Alors j'aime à dire de mon film préféré, qui est A Silent Voice, que c'est un ascenseur émotionnel, une montagne russe émotionnelle plus précisément. C'est encore plus haut ça. C'est encore plus haut, enfin, In the Heights, on n'est pas sur la montagne russe, mais on est sur un bon ascenseur, on va dire. Tu vois, par exemple, ah non, je vais spoiler, oh là là, oh là là. Zone de spoil. Timer, fais-le apparaître. Bah Très belle apparition de Timer. Oui, partie spoil du coup de In the Heights, la mort de Abuela, moi elle m'a beaucoup touché. Parce que c'est le personnage, genre, tout le monde l'adore dans le quartier, tu peux pas détester ce personnage. Tu peux décider personne dans ce film-là. Tout le monde est gentil. Tout le monde C'est un film, t'as pas d'antagoniste. Tout le monde est gentil. C'est ça, ouais. En fait, l'antagoniste, c'est la vie. Waouh. Celle-là, Wow. faut que tu la notes là. Ça, Non. c'est une phrase. L'antagoniste, L'antagoniste. c'est la vie. C'est la vie. Mais voilà, la mort de Abuela, c'est un truc qui m'a beaucoup touché au moment quand on était dans la salle, surtout qu'on l'a vu dans des conditions parfaites. On l'a vu en VO. On l'a vu On était quasiment seuls dans la salle. Et ouais, j'avais dit en sortant de la salle que j'avais rarement eu autant de mal à retenir mes larmes au cinéma. Parce que au cinéma, j'ai pas tendance à pleurer ou à quoi que ce soit. Enfin, j'arrive à contenir un peu, par pudeur sans doute. Mais là, c'était vraiment complexe, on va dire, compliqué. Et c'est vraiment un film qui m'a marqué sur plein de points. Voilà, je crois que j'en ai déjà beaucoup dit. Mais ouais, c'était une claque. Et je l'ai vu donc il y a 6 mois quand il est sorti en juillet, je crois, ou en août. Et ça reste mon top 1. Vraiment, j'ai vu plein d'autres films superbes après. Hein. Et je me suis dit, le film que je pourrais revoir tous les jours, ce serait In the Heights. Un film sorti cette année que je pourrais revoir tous les jours, In the Heights. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est un film qui donne le smile et que j'ai envie de revoir. Du coup, maintenant que tu m'en reparles, ça me re-hype pour le revoir. Et maintenant, ton top 1. Oh là là, ton top 1. Alors, Ton top 1. mon top 1, c'est un film dont tu as déjà parlé. Oh, où tu vas pouvoir extrapoler, incroyable. Ouais. C'est encore un film Netflix, ça me fait chier parce que si c'est un film Netflix, il y a peu de chances qu'il sorte en Blu-ray. Moi j'aime bien avoir les films que j'aime bien en Blu-ray. Mais il s'agit d'un huis clos, et alors moi je pense celui-là. Oh, Malcolm et Marie. C'est Malcolm et Marie. Ah, c'est Malcolm et Marie. Mon film préféré de l'année, c'est Malcolm et Marie. Malcolm et Marie. Malcolm et Marie, bah je l'ai revu il y a quelques jours, pareil, et bah déjà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis un immense fan de Levinson, pour moi c'est un des nouveaux réalisateurs, j'ai découvert il y a peut-être 1 ou 2 ans quand j'ai découvert Euphoria, et je sais pas, je trouve que c'est un réalisateur giga moderne dans ce qu'il te fait. Déjà Euphoria ça m'avait conquis de ouf, et il sort de nulle part avec Malcolm et Marie. Ça a été fait dans un contexte aussi de Covid, donc merci Covid d'avoir permis de faire Inside et Malcolm et Marie. Parce que Malcolm et Marie, c'est un film avec juste 2 comédiens, une équipe de tournage réduite, dans une maison. Genre vraiment, niveau... Ouais, ça peut être une pièce de théâtre, quoi. Ouais, totalement. Je crois que j'ai déjà dit ça, c'est qu'elle faisait pièce de théâtre. Mais c'est réduit au maximum pour juste laisser parler l'écriture du film. L'écriture des dialogues. C'est un film d'1h40 que tu ne vois pas passer, tellement les dialogues sont merveilleux. Et puis il y a des thèmes dans le film en fait moi qui me parlent, même si j'ai jamais été dans ces situations-là. Tout cet aspect un peu de reproche, parce que voilà, on l'a dit précédemment, mais c'est l'histoire de Malcolm, Marie, dans une maison, qui vont se foutre sur la gueule, enfin qui vont déballer leur sac en fait de ce qui va pas dans leur couple. Je trouve que c'est vraiment fait d'une main de maître,
parce que à aucun moment en fait t'as envie de prendre parti. Ouais, c'est vrai. Je trouve que, tu vois, souvent les trucs un peu de dispute, je sais pas, là j'ai Marriage Story en tête, par exemple, Il y a... tu peux prendre parti facilement. Je C'est trouve vrai. que dans Malcolm et Marie, t'as pas ça du tout. À aucun moment, en fait, tu trouves que l'un a plus raison que l'autre, c'est à chaque fois... C'est vrai que quand tu dis ça, ça me rappelle que je l'avais pensé sur le coup, ouais, sur le film. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt que quand l'un a un très bon argument qui pourrait te faire pencher de son côté, l'autre revient avec un argument Voilà. qui fait que tu fais « Ah ouais, mais c'est compliqué. » En fait, à chaque fois, c'est une scène de confrontation où t'en as un qui déballe son sac et qui écrase l'autre, et l'autre il est bouche bée, il dit rien. Ouais. Et la scène d'après, le mec qui est bouche bée, enfin, on va dire Le que c'est mec ou la Malcolm, meuf. voilà, le mec ou la meuf, il revient à la charge, il écrase l'autre. Et c'est à chaque fois ça, bam, bam, C'est un match de boxe. voilà, c'est un match de boxe mental. Mais tu vois, comme tu dis, Inside c'est un film que tu peux voir tous les jours. Moi, Malcolm et Marie, c'était pas un film que je vois tous les jours non plus, quoi. Mais je trouve Pourtant, que j'ai pas vu un film aussi bien écrit que celui-là, quoi. Je saurais pas. En fait, il ratisse tellement un spectre tellement large de thèmes que je pourrais pas, que tu as déjà développé avant d'ailleurs, que je pourrais pas en choisir un en particulier. Je pense que celui qui pourrait me parler le moins, on va dire, c'est le moment où Malcolm il pète un câble. Oui, sur À le cause du cinéma. critique, ouais, voilà. Où il pète un câble tout seul parce qu'il reçoit une critique positive de son film et puis il s'énerve pour rien. Une critique négative, du coup. Une critique positive et puis il s'énerve. ouais. Ah, j'avais oublié que c'était une critique... Non, justement, positive. c'est parce que c'est une critique Ah, c'est une positive. critique positive, mais le gars a pas compris certains trucs, c'est ça. Voilà, c'est ça. Genre, C'est le seul moment où je me sens pas concerné par le thème du film. En fait, En c'est fait, un peu- c'est un film que j'ai vu en début d'année, voilà, et qui m'a un peu suivi toute l'année. Pareil, comme ce que je disais avec Inside, c'est le spectre du film qui m'a suivi tout au long de l'année. Et là, à la fin de l'année, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est un film qui m'a tant marqué que ça? Je l'ai revu une deuxième fois, et là je me suis dit, ah ouais, quand même. À aucun moment je me fais chier. Je trouve à chaque fois que à chaque fin de scène, je suis comme ça, enfin. Non, Malcolm et Marie, c'est très très fort. Et le noir et blanc ajoute une espèce de classe au film. Puis les comédiens, j'ai pas parlé des comédiens, mais ils sont fabuleux. Zendaya. Moi j'ai une préférence toujours un peu sur Zendaya, je sais pas pourquoi. Bah, si, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Euphoria. Zendaya est incroyable, et puis John David Washington est aussi très 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 bon, mais puis la fin aussi, le film se conclut d'une manière parfaite et tout. C'est vrai que la fin reste en tête, par exemple. Mm. Quand je repense à Malcolm et Marie, je me rappelle de certaines scènes, par exemple, la scène où il pète un câble sur la critique, parce que Washington a un monologue que, quand je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il durait super longtemps. Ouais. Et pour cracher ça, un monologue, tout en jouant avec une telle intensité... je Sur trouve un plan ça- fixe, hein. Les comédiens ils font du théâtre en fait, à chaque fois le texte qu'ils doivent retenir, c'est bête hein, mais c'est leur métier après tout. Mais C'est monstrueux. Hein. ils doivent retenir, allez vas-y, 3 pages de texte, à lâcher un monologue de 8 minutes comme ça, wow. Tout en faisant attention à l'acting, et Ouais, ils sont à forts, bien faire ce qu'ils doivent faire, par exemple s'il y a une question de placement et tout. En vrai, c'est une vraie performance qu'ils livrent tous les deux. Ouais, même dans le non-verbal, hein, parce qu'on parle beaucoup. C'est un film très très bavard, c'est un film uniquement bavard en fait, c'est que du Oui. dialogue. Moi j'aime bien les films bavards. Mais ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi sur Malcolm et Marie. C'est très C'est bien mon film de réalisé, l'année. très bien écrit, très bien joué. Ouais, il y a que des points positifs en fait. De toute façon, il y a quasiment que des points positifs dans tous les films dont on a parlé. C'est juste qu'il y en a certains qui marquent plus que d'autres, et celui-là il m'a suivi pendant longtemps. Et le revoyant, j'ai une confirmation quoi. Oui, clairement, Malcolm et Marie, rien à redire dessus quoi. Et ben voilà. Nous en avons terminé. Ah, c'était long, hein. Ah, c'était long. Hein. Ah, je Ouais. pense que pour vous aussi c'était long. En même temps, on vous a présenté deux top 10, top 7 de films pour l'année. Si là vous savez pas quoi regarder, bon, quand même, vous foutez pas un peu de notre gueule quoi. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Que vraiment ça a pas été trop long parce que. Oh là là, on a eu des galères. Il y a eu des galères, mais beaucoup de café. Il y a eu des galères, mais beaucoup de café. Et puis voilà, l'année 2021 se conclut quand même avec pas mal de bons films. Et puis on espère pour 2022 que ce sera tout aussi agréable. Ça a l'air de bien commencer avec The Green Knight. Donc, Oui, carrément. on verra pour la suite. Je sais pas, c'est quoi ta plus grosse attente pour l'instant pour The Batman. 2022? The Batman, ouais. Non, film. Film, ouais. Après, tu peux dire en série aussi.
Euphoria saison 2 et Better Call Saul saison 6. Il n'y a pas encore de date annoncée, mais qu'est-ce que j'attends ça, quoi. Et puis on en a parlé aussi hors caméra, on a parlé de la série The Last of Us aussi qui devrait arriver en fin d'année. En attendant, bah je sais pas ce que je vais tourner pour la suite des vidéos, on verra bien, de toute façon c'est irrégulier comme jamais sur cette chaîne. Merci Célian de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Bah ouais, c'était top. Ça fait grave plaisir. Okay. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai une bonne conclusion. Oh, fais ta conclusion. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je veux faire ça depuis le début. Oui. Donc je disais, portez-vous bien, regardez des films, faites-vous kiffer, c'est 2022. Et puis conclusion bulle. Conclusion bulle. Waouh. Allez, bisous. Allez.